Aujourd'hui, notre invité est un ancien espion de la DGSE, les services extérieurs français. Son pseudo, c'est Jacques Beaumont. Le dicton à la boîte, c'est il faut pas être parano, mais seuls les paranos survivent. Est-ce que tu as déjà dû faire semblant de tomber amoureux? Pour que ça sonne vrai, tu essaies de te t'auto-convaincre, de te manipuler toi. Je te demande pas ce que tu as vu de plus illégal. Honnêtement, le problème de ce métier, c'est que tu finis par perdre foi un peu en l'humanité. Parce qu'en fait, tu découvres que tout le monde a un prix. Il y a des choses que tu aimerais oublier, sans dire quoi? Les services locaux ont commencé avec une perceuse dans l'enfant pour faire parler le type. Donc l'enfant est mort, ensuite la femme. Alors j'ai tout essayé, j'ai essayé d'aller voir des psys, etc. Le problème, c'est que quand tu arrives devant un psy et que tu dis, voilà, j'étais espion, bon, évidemment, le psy il pense que tu as un petit problème de mythomanie. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, notre invité est un ancien espion de la DGSE, les services extérieurs français. Son pseudo, c'est Jacques Beaumont. Il a écrit des livres sous ce pseudo-là, où il raconte son histoire, ce qu'il a vécu d'abord dans les 8 premières années de sa carrière, où il a été pilote de chasse sur Mirage 2000. Et ensuite, il a été recruté par les services extérieurs français pour faire beaucoup de missions. Puis à la direction des opérations, vous allez voir, des opérations très particulières, où il nous raconte ce qu'il a pu vivre, comment il s'est entraîné, ce qu'il a dû apprendre, les tests aussi d'entrée, les sélections au départ, et comment après réavoir confiance en l'être humain, et par rapport à sa famille, comment refaire confiance même à sa femme. Il va nous raconter son parcours, ce qu'il a dû apprendre à faire et ce qu'il a dû vivre. En tout cas, merci à vous d'être de plus en plus nombreux sur Légende à nous suivre. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube en 2 secondes. Vous êtes environ 150 000 à nous rejoindre chaque mois en plus. N'hésitez pas à commenter l'émission, à nous dire ce que vous en avez pensé, à liker la vidéo. Ça nous aide vraiment. Quand vous likez la vidéo, ça permet de la remonter dans l'algorithme aussi de YouTube et à mettre la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties. Tous les mercredis, vendredis et dimanches sur Légende. On est en podcast audio si vous nous écoutez aussi sur la route ou ailleurs. En tout cas, merci d'être de plus en plus nombreux. Et c'est parti avec Jacques Beaumont sur Légende, ancien espion de la DGSE. C'est parti. Bonjour, c'est Jacques Beaumont, ancien de la DGSE, aux opérations, sur le terrain, après avoir été pilote de chasse et pilote pour les opérations de renseignement dans les Balkans. Je viens vous raconter 2-3 petites anecdotes sur Légende. Voilà, bienvenue. Jacques Beaumont, c'est pas ton vrai nom et pas ton vrai prénom. C'est pas mon vrai nom, c'est pas mon vrai prénom. Voilà. C'est inspiré du personnage de Belmondo dans Le Professionnel. Tu n'as pas donné ton vrai prénom et ton vrai nom pour pas qu'on te retrouve, évidemment. Suite à tes missions, on va raconter. Tu étais à la DGSE, donc les services secrets extérieurs. Tu as été aussi dans l'armée de l'air. Tu as été pilote de chasse sur Mirage 2000. Tu as fait plein de choses très différentes. Parce que c'est rare qu'il y ait des pilotes de chasse qui, après, bifurquent sur la DGSE. À ma connaissance, il n'y en a pas d'autres, oui. Il n'y en a pas d'autres, c'est vrai? Non. Tu as passé 8 ans à la DGSE, au sein de la DGSE, et tu as écrit un livre qui s'appelle L'homme sans nom, prix des lecteurs, voilà, sélection 2025, livre de poche. Donc si vous voulez le chercher, je vous mettrai le lien en cliquable sous la vidéo, dans la description de la vidéo YouTube ou en description du podcast audio sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et Amazon, vous pouvez aller le trouver. Et merci de faire de Légende, le premier podcast de France, encore aujourd'hui tournage, merci 1000 fois. Il paraît que c'est parce que tu voulais sortir d'un post-trauma, tu avais un syndrome de post-trauma, un PTSD. Oui. Tu voulais sortir de ça et on t'a dit d'écrire un livre pour te soigner et pas forcément pour le sortir. Absolument. Absolument. En fait, comme beaucoup dans ces métiers-là, on fait 2-3 choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Et la DGSE notamment, et même les opérations spéciales ou même les pilotes de chasse, sont généralement des traumas de ce qu'ils ont fait et du mal à dormir. Et alors j'ai tout essayé, j'ai essayé d'aller voir des psys, etc. Le problème, c'est que quand tu arrives devant un psy et que tu dis, voilà, j'étais pilote de chasse, j'étais pilote pour les missions un peu particulières de renseignement, j'étais espion. Bon, évidemment, le psy il pense que tu as un petit problème de mythomanie. Et donc ça marchait pas. Et je me suis dit, la seule façon, en fait, de faire, un soir où je racontais un de mes cauchemars à un de mes copains à Sydney, parce que j'habite en Australie, mon copain m'a dit, tu devrais écrire, tu devrais le mettre sur papier, tu devrais commencer à écrire. C'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Tu te trimballais avec un couteau, tu disais, ça se traduisait un peu comme ça, tu étais, pas parano, mais on va dire prudent. Si. Alors on a un dicton. Parce que parano, c'est quand t'as pas de... C'est quand tu surévalues le danger, mais là tu ne surévaluais pas si tu avais vraiment vécu des choses... Alors le dicton à la boîte, quand je dis la boîte, c'est la DGSE, le dicton à la boîte, c'est il faut pas être parano, mais seuls les paranos survivent. Alors qu'il y a la bonne courbe de paranoïa et la mauvaise courbe de paranoïa. Et le problème, c'est que certains d'entre nous, malheureusement trop,
au bout de quelques années, passe dans la mauvaise courbe, du mauvais côté de la courbe de la paranoïa. Et effectivement, on se dit, quelqu'un va rentrer chez moi, si je suis identifié, quelqu'un va rentrer chez moi, parce que je le fais aux autres, alors pourquoi est-ce que quelqu'un ne me le ferait pas ? Et donc, effectivement, on ne dort pas beaucoup, enfin, en tout cas pas bien, et puis surtout quand il y a les enfants, etc. Et on va vérifier, je vais vérifier toutes les portes, les fenêtres, etc. Et dans le noir, sans allumer la lumière, évidemment. Et si possible, avec quelque chose pour me défendre, oui, absolument. T'as peur aujourd'hui encore de ce qui pourrait se passer quand on quitte la boîte, la DGSE ? Est-ce que des années après, on continue de regarder derrière soi au feu rouge ? Ou dans son rétroviseur ? Alors, je pense que c'est peut-être plus une habitude qu'une peur. Donc, j'en suis parti il y a à peu près 10 ans. Quand je conduis, même en Australie, ça peut paraître bête parce que c'est quand même à l'autre bout du monde, mais même en Australie, je prends rarement le même itinéraire, je regarde dans mon rétro. Si je tourne 2 fois à droite et qu'il y a une voiture qui est toujours derrière moi, je vais pas continuer ma route et je vais faire un test pour voir... jusqu'où elle suit ? Ouais, jusqu'où elle me suit. Tous les matins, sans exception, tu sors de chez toi et après avoir regardé donc, les platex de présence, qu'est-ce qu'il y a dans la rue, pareil pour les véhicules. Il peut y avoir un SOUM, donc un sous-marin, c'est un van, véhicule de chantier, ambulance ou autre, qui peut être potentiellement en train de cacher quelque chose. Et tu vas regarder qu'est-ce qu'il y a dans la rue, ensuite tu vas sortir et tu vas faire ton itinéraire de sécurité. Donc avec plusieurs, ce qu'on appelle la sécurité individuelle, pour être sûr que tu n'es pas suivi, avec plusieurs changements de direction, etc. Et après, tu vas virtuellement, quand tu considères ne pas être suivi, tu vas virtuellement devenir ce quelqu'un d'autre qui doit faire ce qu'il a à faire, que ce soit pendant une journée, plusieurs jours, plusieurs semaines. Toi, tu as commencé ta carrière, on le disait avant, en pilote de chasse. Alors, je vais vous mettre des photos de toi à l'époque. Là, c'est en Mirage 2000, on voit les images. Tu es sur la petite échelle à côté. On te voit aussi avec un casque, là, avec ton parachute devant. C'est sur la formation. Et puis, pas mal de photos de toi en avion. C'est quoi ton souvenir le plus marquant sur cette période de pilote de chasse, avant de parler de la partie espion ? Je pense qu'il y a ce qui marque tous les pilotes, le premier vol, le tout premier vol sur Mirage 2000. Arrivant de l'Alpha Jet, donc j'arrivais de Cazaux, où il y a la transition opérationnelle, et on apprend à piloter, donc on passe de l'Alpha Jet au Mirage 2000. Et là, il y a une marche qui est encore plus grande aujourd'hui, avec le Rafale, évidemment, qui est encore plus puissant que le Mirage 2000. Mais le premier vol sur Mirage 2000, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, parce que ça va tellement vite, l'accélération, c'est tellement puissant, que ta boîte bien formée sur Alpha Jet, ton cerveau n'est pas à la vitesse de l'avion qui décolle. Après, tu fais ça tout à fait automatiquement et sans même y penser. Mais le premier vol sur avion d'armes, c'est un grand moment. Ça n'a rien à voir avec un Space Mountain à Disneyland Paris ? Non. En termes de G ? Non, ça n'a rien à voir. Après, le Mirage 2000, donc, moi, je pilotais des monoplaces de combat aérien. Et donc, par définition, comme c'est du combat aérien, il faut faire des évolutions très très violentes. Donc, à chaque fois qu'on vire dans un combat aérien, on peut monter jusqu'à 9 G. On prend donc 9 fois notre poids, avec donc le sang qui reflue vers les jambes, qui descend dans les jambes. C'est pour ça qu'on a les combinaisons anti-G qui se gonflent d'air comprimé sur les jambes et des abdos pour faire une pression extérieure envers le cœur et le cerveau. Ce qui va arrêter ta carrière pour comprendre le passage à la DGSE en tant que service secret extérieur. Tu vas avoir un accident. D'ailleurs, c'est même pas un accident. Parce que tu as eu un accident d'avion où tu t'es, malheureusement, tu vas raconter, un atterrissage brutal dans un champ. Tu t'es écrasé parce que tu n'as plus de moteur, tu vas nous raconter. Mais c'est pas là. Tu as un accident grave à ce moment-là sans t'écraser. Oui. En fait, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, donc le nombre de G que tu prends, la façon dont tu prends des G, sur Mirage 2000, donc c'est des commandes de vol qui te permettent de prendre énormément de G. Dans une phase d'entraînement de combat aérien, donc comme tu vois dans Top Gun, les 2 avions l'un contre l'autre, j'ai quelqu'un qui est arrivé derrière moi, au-dessus, et j'ai donc contré vers lui pour engager le combat. Mais pour le garder en visuel, pour le voir, j'étais complètement twisté dans mon siège. Mon bassin, si tu veux, était dans l'axe, mais mes épaules étaient complètement retournées dans l'avion. Et dans cette position-là, j'ai pris le manche sans me remettre dans l'axe et j'ai tiré comme un fou sur le manche en montant à un très très haut niveau de G en étant retourné. Et ce qui a eu pour effet de mettre plus de 600 kilos sur mes lombaires, mais twisté en plus, tourné. Ouais, tu regardais derrière en fait, c'est ça que tu veux dire. Ouais, tu regardais derrière tout en tirant sur le manche. C'est ça. Et ça a mis 650 kilos sur les lombaires et donc expulsé 3 disques
Donc hernie discale, si tu veux, sur la gauche, mais hernie discale paralysante, puisque ça coince tous les nerfs de la jambe gauche, etc. Et donc, je suis rentré. Évidemment, j'ai arrêté le combat aérien. J'ai mis oxygène 100% pour pas tomber dans les pommes, parce que la douleur est quand même assez violente. Et je suis rentré. Et bon, c'était clairement pas mon plus bel atterrissage. Et ensuite, je suis parti directement. On m'a emmené directement à l'hôpital militaire de Percy, à Clamart, où je me suis réveillé avec des tuyaux dans le dos après l'opération. Voilà. Et après, j'ai signé. Alors ça, c'était pas très malin. J'ai signé parce que le prix de formation d'un pilote de chasse est tel que sur le plan opérationnel, une fois que tu atteins une certaine qualification en vol, c'est dans l'intérêt de l'armée de l'air de ce que tu continues à voler. Alors tous les ans, tu as l'expertise médicale qui valide ou non ton droit de voler pendant 1 an. Et à la fin d'une opération, tu as des aptitudes temporaires qui peuvent être données, etc. Mais normalement, ayant eu un problème au dos, ils te disent c'est terminé, tu peux plus voler. Et moi, j'ai signé le papier, j'ai signé la dérogation pour pouvoir continuer à voler, sachant que mon dos n'aurait pas supporté une éjection. Donc j'ai continué à voler en ayant très très mal au dos, en fait, après l'opération. Et rapidement, j'étais obligé de prendre des antidouleurs en permanence, que ce soit le matin, avant le vol, après le vol, le soir. Et donc au bout d'un moment, c'était plus tenable. Et donc j'ai dit, il faut que j'arrête. Et donc tu as arrêté. Tu as fait combien de temps, pilote ? J'ai fait 8 ans, à peu près 7-8 ans. 7-8 ans, ouais. Tu vas partir après... tu vas continuer d'être pilote, mais dans d'autres missions, sur un plus petit avion, et qui n'a rien à voir avec un avion de chasse. Non. C'était quoi, d'ailleurs ? C'est un TBM 700. TBM 700, c'est un monomoteur. Un mono-turbopropulseur. Et donc tu vas transporter des gens, tu vas bosser pour quel service, là ? Alors au départ, pour l'armée de l'air, puis gentiment pour les opérations spéciales. Donc je transportais des gens, des opérations spéciales dans certains pays, donc notamment dans les Balkans, principalement dans les Balkans. Et puis au bout d'un moment, au lieu d'avoir des gens habillés en kaki à l'arrière, j'ai eu des gens en jean et en sneakers. Et là, j'ai compris que c'était pas forcément des gens des opérations spéciales, mais plutôt d'un service de renseignement. Et puis j'ai commencé à les transporter de plus en plus. Et parmi elles, il y avait ce vieux général qui avait l'air d'être très connu et très craint par les autres qui étaient dans l'avion, et qui était toujours, de toutes ses missions, et généralement les missions les plus compliquées, où il fallait se poser sur des terrains sommaires ou des pistes fermées, des terrains fermés. C'est toujours vers le Kosovo, tout ça ? Ouais. C'était pendant la guerre ? Ouais, Monténégro, etc. Donc c'était en 2004-2005. C'était très dangereux à l'époque, là-bas ? Il y avait encore des coins assez dangereux, surtout avec lui, en fait. Parce que quand on se posait, parfois on devait l'accompagner, il avait des rendez-vous qui étaient un peu compliqués avec les services locaux. Donc il y a eu des moments où c'était assez chaud en Albanie, ou à Podgorica, en Serbie-Monténégro, ou évidemment Sarajevo, etc. Donc on était tout le temps dans ces coins-là, Belgrade, Sarajevo, Podgorica, Tirana, on se posait à Mostar, ce genre de choses. Donc après on se posait là-bas, il y avait les services locaux qui venaient nous chercher dans des Audi RS6, RS8, enfin les grosses Audi. C'est quoi les services locaux, les services secrets locaux ? Oui, les services locaux, parce qu'en fait à cette époque-là, la DGSE, donc certains que j'ai découvert après à l'arrière de l'avion, et ce général qui était le général Rondeau, donc qui était coordinateur central du renseignement pour toute la France, allaient rencontrer les services locaux dans le cadre de la traque des criminels de guerre serbes, pour essayer de trouver où étaient ceux qui avaient fait des crimes de guerre. Voilà, donc Mladic, Milosevic et tout ça. Le général Rondeau donc parlait le serbe, mais il l'avait jamais dit au service serbe, qui utilisait toujours un interprète. Et donc on était dans l'avion, et en descendant, il me dit bon, aujourd'hui c'est un peu particulier parce que je vais leur dire que leur faire comprendre que je parle le serbe. Donc ils vont comprendre, les services serbes, que ça fait 3-4 ans qu'en fait je comprends tout ce qu'ils disent et que je n'ai pas besoin d'interprète. Et ils risquent de mal réagir. Et on se retrouve donc en face de ces gens-là, avec donc toute une brochette en face, l'interprète, certainement haut responsable des services locaux, et donc de l'autre côté, le général Rondeau qui utilise l'interprète, qui parle, etc. Et puis moi assis pas loin de lui. Et là il me dit, quand je te donne un signal, tu laisses tomber, en l'occurrence c'est une serviette, par terre, tu regardes sur la table et tu regardes
s'ils sont tous armés ou ce qui se passe. Et donc, ce que j'ai fait, et il me dit, s'ils le sont, tu remets la serviette sur la table, s'ils le sont pas, tu mets la serviette sur tes genoux. Bon, et donc, je laisse tomber ma serviette au signal, qui laissait présager qu'il allait pas tarder à leur faire comprendre qu'il parlait serbe. Et effectivement, je vois, donc, sous la table, dans les personnes assises à côté des interprètes, etc., donc plutôt écartées, on va dire, à l'opposé, qu'il y en a qui sont avec une arme sur les genoux. D'accord ? Donc, je me redresse, je mets la serviette sur la table. Voilà. Et puis là, il est là, il regarde la serviette, et puis il regarde le patron des services serbes qui était toujours en train d'écouter l'interprète, et il commence à parler en serbe, mais couramment. Voilà. Et là, le patron des services serbes réalise que ça fait plusieurs années qu'il le roule complètement dans la farine, et qu'il comprend tout, se décompose, prend un regard pas très content. Voilà. Et là, Rondeau me regarde et dit « Je pense qu'il est temps pour nous d'y aller ». Voilà. Et donc là, on est parti. Rapidement, il a parlé en serbe au chauffeur qui attendait devant, qui lui ne savait pas ce qui venait de se passer, en disant « Ramène-nous à l'avion ». Ils ont ramené à l'avion. Et en arrivant à l'avion, il a dit « Il démarre, on décolle. » Et quand on a commencé à décoller, il y avait donc les voitures qui arrivaient avec les gyros, etc., clairement pas très contents. Mais bon, ils vous ont laissé partir, c'est que... On a forcé un peu le décollage, quand même. On est resté très bas, on est resté en basse altitude. L'idée, c'est qu'il ne faut pas trop monter, si tu veux, après le décollage, sinon tu rentres potentiellement dans un domaine de tir d'un missile portatif ou d'un armement léger, etc. Alors que si tu restes bas et vite... Ah oui, c'est une sorte de bazooka. Ouais, c'est plus difficile de t'avoir. Ouais. C'est comme ça que tu vas rentrer à la DGSE, c'est en rencontrant ces gens dans l'avion, tu vas parler avec eux, tu vas leur dire, c'est eux qui vont t'approcher, comment ça se passe? Comment tu vas te faire recruter en tant qu'espion? Alors en fait, Rondeau, on commençait à se connaître un petit peu, plutôt pas mal, et les autres que je transportais aussi. Et ensuite, j'ai eu en tant que pilote armée de l'air, donc je faisais toutes ces opérations de renseignement, et en tant que pilote, et j'ai été envoyé pour ce qu'on a chaque année, les stages de survie en montagne, etc. Et donc dans ce stage de survie, on est censé être au fin fond de la montagne et on est censé creuser des igloos pour rester pendant plusieurs jours dans nos igloos, etc. Et donc c'est un stage dans quel de ces... Stage de survie montagne. À l'armée? Ouais, stage de survie montagne, pilote armée de l'air. Oui, au cas où tu t'écrases en montagne. C'est ça. Sachant que c'est à cette époque-là que l'Afghanistan, si tu veux, commençait à grossir. Et donc, il fallait faire des stages montagne un peu plus poussés. En fait, tout simplement parce qu'en Afghanistan, c'est un pays qui est hyper montagneux, il y a beaucoup de neige, etc. Donc, il fallait s'entraîner au cas où la France devait encore plus intervenir là-bas. Voilà. Et donc, en fait, en creusant mon igloo, la neige, c'est très lourd sur une pelle. Et en creusant mon igloo, j'ai fait ce mouvement encore de torsion avec la neige sur la pelle. Et j'ai un des disques qui est ressorti. Et donc, j'ai une deuxième opération à la colonne. Et là, les médecins du personnel navigant, donc les médecins des pilotes, ont dit c'est automatique, 2 opérations à la colonne, c'est fini. Tu peux plus voler dans le militaire. Tu gardes ton aptitude civile. Donc, si tu veux partir pilote de ligne, tu peux partir pilote de ligne. Mais militaire, c'est terminé. Et no offense aux pilotes de ligne, mais je voulais pas conduire un bus. Et c'est un très beau métier, mais c'était pas pour moi. Et donc j'étais un peu perdu, je savais pas ce que j'allais devenir. Et en fait, un de ses copains que je transportais dans les Balkans m'a dit pourquoi est-ce que tu n'essayes pas de rentrer chez nous? Voilà. Et donc là, je dis oui, c'est pas idiot. Et donc j'ai fait les tests pour rentrer pendant que j'étais dans un bureau à l'état-major de l'armée de l'air à Balard. Balard, c'est le ministère des Armées. Ministère des Armées, qui à l'époque était juste armée de l'air. Et donc j'ai fait les tests qui durent à peu près, qui s'étalent sur une année. Donc tu as des tests sur le terrain, des mises en situation, plein de tests psychologiques. Qui ressemblent à quoi? On va te fatiguer. Donc tu vas pas dormir pendant un certain temps, tu as faim, tu as beaucoup marché. Et tu te retrouves généralement dans des pays qui ne sont pas très lointains, avec une petite mission, un petit truc à faire. Et quand tu rentres en France et que tu passes la douane, évidemment, les douaniers montent à bord. Et évidemment, considèrent que tes papiers ne sont pas valides. Et évidemment, tu te retrouves dans une cellule à te faire interroger. Ah, c'est fait exprès à être... tu le sais pas sur le moment. Bien sûr, bien sûr. Tu le sais pas. Donc c'est pour voir comment tu vas réagir, etc. En fait, évidemment, plus ça va, moins ça va, et rien ne se passe comme prévu. Ouais.
Et puis il regarde comment tu t'en sors, comment tu tiens ta fausse identité, ta légende, etc. Comment tu te retrouves, tu n'as plus de sous, tu es loin, tu es fatigué, tu as faim. Tu te retrouves dans les toilettes d'un bar complètement pourri dans un autre pays. Et il y a quelqu'un qui vient à côté de toi, qui fait ce qu'il a à faire, et d'un seul coup, que tu prends pour un alcoolo du coin, et d'un seul coup, te balance la phrase magique. Voilà. Et quand tu arrives en débriefing, il est là. Il est dans la, et tu dois il est dans la salle. Expliquer après. Alors le principe, c'est un peu le même que quand tu es pilote de chasse, c'est qu'il faut être capable de faire son autocritique. Donc il faut être capable de se débriefer tout seul d'abord et de dire tout ce que tu n'as pas bien fait. Parce que si c'est quelque chose que tu n'as pas bien fait mais que tu l'as détecté toi-même, ça veut dire que la fois d'après, tu ne feras pas l'erreur. Le danger, c'est quand tu as fait une énorme erreur mais que tu ne l'as pas vue et que tu n'es pas capable de t'auto-débriefer, de te réajuster. Est-ce qu'il y a des... Donc les phrases, c'est pas des trucs rigolos, j'imagine, c'est des trucs qui passent dans la discussion, sinon ça serait trop flag. Absolument, ouais. J'imagine. Et est-ce qu'il y a des exercices où tu dois rentrer en contact, j'ai entendu ça déjà, rentrer en contact avec un mec dans un bar, on te dit tiens, telle personne là, on te met devant un bar et on te dit telle personne, t'as une demi-heure pour avoir son mail, son numéro de téléphone, son prénom, son nom. Ça existe, ça? Ouais. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des exercices café. Alors, il y a plusieurs types d'exercices, mais il y a celui-là où, effectivement, on est un peu à l'écart d'un bar et on nous dit, voilà, toi, c'est ce bar-là, tu vas rentrer dans ce bar-là et à l'intérieur, il y a un instructeur qui est assis à une table, qu'évidemment tu connais, et qui va te désigner discrètement quelqu'un. Sachant que toi, tu ne sais pas si ce quelqu'un fait partie... mèche ou pas, ouais. Voilà. Et tu as une demi-heure pile pour repartir avec son nom, son portable, son mail, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, enfin tout ce que tu peux. Mais pas plus. Il ne faut pas que tu dépasses la demi-heure, parce que sinon ça veut dire que la manipulation s'inverse et que c'est lui qui a pris le contrôle sur toi et qui te tient et tu n'arrives pas à partir. C'est ce qui est le cas si tu es une jolie fille en général. Elle a du mal à être avenante avec quelqu'un et au moment de... Ça fait 29 minutes, il faut partir. C'est délicat. Donc effectivement, tu rentres dans le bar et tu vois l'instructeur du coin de l'œil qui te fait signe un tel au bar. Et tu t'approches de lui et tu avec ton prétexte pour faire en sorte qu'il te raconte sa vie et prendre toutes les informations. Il y a ça, il y a rentrer dans un immeuble. Donc l'instructeur te dit, bah voilà, tu vois l'immeuble là, tu as 10 minutes pour passer à 2 fenêtres au 2e étage. Je veux te voir à la fenêtre, au balcon de la fenêtre du 2e étage. Incroyable. Et comment tu fais là? Tu te débrouilles, tu trouves un prétexte. Tu frappes, tu suis voisin d'excuse que je peux attraper Ça peut en être une, ça peut être, voilà, j'habitais là quand j'étais petit, j'ai toujours voulu revenir dans mon appartement parce que j'ai grandi là. Là, il faut montrer pas de blanche. Il faut être sympa. Hein. Faut être sympa. Parce que sinon, tu laisses pas rentrer un homme seul. Non, faut être sympa. Surtout, si t'es une femme seule. Surtout dans les quartiers chics. Ouais. T'ouvres la porte et tu dis, oula, c'est qui ce gars? Ouais. Et t'as réussi ça? Ouais. Je crois que parfois, les exercices, dans les cafés, ils le font pas très loin c'est pas forcément dans les cafés très loin. Il y en a beaucoup. Place Saint-Michel. Voilà. Donc si un jour, tu as quelqu'un qui vient te voir, place Saint-Michel... Bon, moi, je me suis déjà fait... J'étais déjà l'homme. Je l'ai compris assez rapidement. J'étais l'homme qui était censé... voilà, il devait avoir mon numéro de téléphone rapidement. D'accord. Dans un café. Je l'ai compris avec des amis, puisque j'ai fait une allusion, il a éclaté de rire. Et il est parti. Donc j'ai compris, je lui ai dit, écoute, je crois que tu as un certain temps pour avoir mon numéro de téléphone, et la personne qui t'attend devant, etc., tu lui diras que je sais exactement ce que tu es en train de faire, donc trouve un autre client. Il a éclaté de rire. Il a dit bonne journée, il est parti. J'ai compris que c'était le cas. Je me disais, le monsieur est beaucoup trop avenant, c'est très bizarre. Ouais. J'étais en train de travailler dans un café, le mec il me fait, alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous? Et je me dis, mais c'est bizarre et tout, le mec est sympa, mais un peu en lourdeur. Parce que je dis, excusez-moi, vraiment j'ai un quart d'heure avant et tout. Non, mais racontez-moi un peu ce que vous faites. Alors, je me dis, bah là, il n'a pas compris ce que je viens de lui dire. Il me dit, bon, je vous laisse ma carte. Vous en avez une de carte? Mais il ne mettait pas sa carte. Je dis, bah, mettez votre carte. Et là, il y a... Voilà. Mais bon, après, pas, évidemment. C'était plus pour la blague, mais après, je lui ai dit, cherchez quelqu'un d'autre, tu sais pas. Et voilà. Après, tu as la même chose en 2 steps. Donc, tu as un premier qui rentre dans le bar, qui doit prendre un minimum d'infos. Ensuite, il doit aller généralement aux toilettes. Et un autre élève rentre dans le bar, doit faire une transmission clandestine de l'information dans les toilettes, et ensuite remonter. Le premier s'en va,
et le deuxième doit embrayer sur la conversation créée par le premier. Jérôme, voilà. C'est ça. Il doit faire semblant. Voilà. Voilà. Il sait déjà comment il s'appelle, machin, etc. Mais je t'ai pas croisé au. Putain, tu bosses au. Voilà. C'est quand même flippant, hein, parce que c'est-à-dire que c'est. En fait, c'est de la manipulation. Absolument. Vous avez des cours de manipulation? Absolument. Alors, il y a des cours, après, dans la pratique, quand on fait ces exercices-là, pas tout le temps, mais ça arrive, qu'il y ait une psy qui accompagne tout le dispositif et qui, avec des petites caméras qu'on a, soit à bouton, etc., ou dans le sac à dos, ici, ce genre de choses, voit ce que tu vois. Et toi, tu as la petite oreillette et elle te dit, donc elle est dans le sous-marin, dans la camionnette, et elle te dit, ah, là, il a regardé comme ça veut dire ça. Ah, là, donc elle te décrypte en live le body language de la personne cible, et donc elle te dit en live où est-ce qu'il faut aller creuser. Quelle ficelle tirer, quoi. Ouais. Comment tu l'apprends que tu es accepté en tant qu'espion? Comment est-ce qu'on te prévient ce jour-là? J'étais chez Ikea avec mon épouse et j'étais en train d'essayer d'attraper un espèce de truc en haut de l'échelle, un lit, je sais pas quoi, et mon téléphone sonne. Alors j'avais pas dit à mon épouse que je faisais des tests pour entrer à la DGSE, parce que je me suis dit, si je suis pas pris, ça sert à rien de la faire flipper pendant un an, quoi. Et donc j'étais en haut de mon échelle, le téléphone sonne, je décroche, et là elle me dit, voilà, vous êtes monsieur machin, oui, vous avez candidaté, oui, vous avez été pris, donc vous êtes attendu, c'est début septembre, telle date, telle heure, à telle adresse, soyez pas en retard, clunk, et ça raccroche. Voilà. Et donc là, je descends l'échelle, et ma femme me dit, ouais, il se passe quoi, qu'est-ce que tu fais, c'était qui? Et je dis, ah, c'était le boulot, apparemment, je vais devenir un espion. Donc t'imagines le retour d'Ikea dans la voiture. Et t'es pas content de sa femme? Ça s'est bien passé. Elle avait déjà vécu la partie pilote, chasse, les opérations un peu à la con. Ouais. Et puis là, je lui annonce, alors que j'ai mon problème au dos, que je suis censé me calmer, et je lui annonce que je rentre à la DGSE. Donc elle m'a dit, écoute, du moment que t'es heureux, du moment que tu fais ce que tu veux faire, moi ça me va, mais je ne veux pas m'entendre parler, je ne veux pas savoir. T'as le droit de le dire à ta femme? Non, pas forcément. Donc en fait, dès que tu rentres, on te dit, en plus la mienne étant australienne, j'avais encore moins le droit normalement de dire à ma femme. Il y a ce qu'on appelle une mise en éveil, parce que j'ai une femme étrangère, donc normalement je ne dois pas parler de ces choses-là avec elle, juste lui dire que tu es au ministère de la Défense. Mais en vérité, si tu dis ça à ta femme, c'est la recette pour le divorce, quoi. C'est évident. C'est dur de rester, quand vous partez parfois sur des missions, il peut durer longtemps, de ne pas donner de nouvelles, et ça, c'est compliqué. Ah ben, et puis, il faut surtout pas. Il faut surtout pas. T'es quelqu'un d'autre. Combien de temps t'as eu? T'es quelqu'un d'autre. Au maximum, enfin, combien de temps a duré la mission sans que tu aies pu donner une seule nouvelle à ta femme? C'est quelques semaines. Dans ce que je faisais moi, c'est pas ce que tu vois dans le bureau des légendes où tu peux être pendant plusieurs mois à l'étranger. Évidemment, ma femme, étant australienne, m'a dit, moi je veux pas savoir, donc je ne voulais pas lui cacher. Et donc j'ai pris la décision de lui dire, évidemment sans dire ce que j'allais y faire, mais juste je rentre à la DGSE. Et là elle m'a dit, écoute, c'est trop lourd pour moi. Parce qu'elle vient d'Australie, petit village de surf, village de hippies sur la côte australienne. Donc, elle dit, moi, je ne veux pas savoir ce qui s'y passe du moment que tu es heureux. Le jour où tu n'es plus heureux, tu s'en vas. Voilà. Donc tu l'as pas reparlé de ton boulot? Ouais, je lui disais, je pars 2 jours, je pars 3 jours, je serai pas là demain, je serai pas là cette nuit, etc. Mais ça, vous avez quoi comme discussion? Parce que quand tu rentres du boulot, normalement, tu dis, ah, il m'a fait ça, j'ai vu ça. Ça, c'est le même problème avec tout ton cercle d'amis. Tu perds tout cercle social. Le problème, c'est que même au niveau des amis, normalement, tu es censé déclarer à la boîte, quand ils rentrent, 5 amis. Et dire, voilà, ces 5-là... ça porte un nom, ça. Tu donnes les noms. Ça porte un nom. Quoi? C'est des personnes de confiance. Oui, c'est des personnes de confiance. C'est ça, tu donnes 5 personnes de confiance. 5 personnes de confiance. Sauf qu'avant de te dire oui, tu peux leur parler, il va y avoir une enquête sur ces personnes. Bon. Et donc, tu termines avec, au bout de 6 mois, tu vas voir un de tes copains et tu dis, bon, bah voilà, on prend un café. En fait, je suis à la DGSE. Je suis pas au ministère de la Défense, je suis à la DGSE. Elle dit, mais pourquoi tu me dis ça? T'es fou, normalement, faut pas me le dire, je suis pas censé savoir. Ouais, et puis après, tu leur dis que tu as fait une enquête sur eux, qu'ils aiment pas. Ouais, non, ils aiment pas. Et donc, tu perds tes copains. Et tu dis, bah oui, non, carrément. Ouais, parce que du coup, tu es là, tu dis, bah,
Non, mais c'est bon, j'ai le droit de te le dire parce que j'ai donné ton nom il y a 6 mois et ça fait 6 mois que quelqu'un fouille dans ta vie. Et là, en général... De toute façon, ils te disent pas s'ils trouvent des trucs, ils vont pas te dire alors c'est ils te porno. disent juste non. Oui, ils te disent juste oui ou non. Ouais, oui ou non. Et moi, j'ai eu des noms. Ah, t'as eu des noms? Ah ouais, j'ai eu des noms. Oh putain, pourquoi? Parce qu'ils avaient une femme qui peut être d'un pays où on est je sais pas. un peu en froid. Même pas, là en l'occurrence, même pas. Mais j'ai eu des noms. Ah bon? Ouais. Ou si c'est des journalistes, je crois. Journalistes, casiers, ce genre de choses. Ouais. Et donc j'ai eu des noms. Mais après, c'est hyper délicat parce que tu vois les. Ils te disent pourquoi ou pas du tout, non? Non. C'est frustrant, non? Ah ouais, c'est frustrant. Et après, tu les regardes pas différemment, tes potes? Bah si. Tu retrouves tes copains et ils sont là, alors, tu fais quoi maintenant? Tu t'as la barbe, les cheveux longs. Je suis toujours dans l'armée. T'avais la barbe et les cheveux longs? Ouais, ça arrive, ouais. Tu te laisses pousser les cheveux un peu plus. En fonction des missions, etc. Tu passes pas trop militaire, quoi. C'est ça. Il faut tout de suite casser ton attitude militaire. Alors, ça dépend, encore une fois, si t'es analyste ou si t'es sur le terrain, mais t'as des types qui ont fait Saint-Cyr, qui rentrent et qui arrivent avec, tu sais, le petit pantalon en velours, les pattes au gaz, la coupe Saint-Cyr, qui marche comme ça dans la rue, tu sais, avec un pas très militaire, tu les vois à 10 bornes. Ouais. Donc, toi, il y a une enquête qui est faite sur toi aussi, avant de parler d'émission, mais il y a une enquête qui est faite sur toi pour évidemment contrôler. Et tu parlais de ta femme tout à l'heure, ça c'est un sujet pour plein de gens. Ouais. Si vous avez une femme, parfois qui vient d'un pays étranger, avec qui on est en guerre, enfin pas en guerre, mais on est en froid, on va dire en ce moment, et ben, il peut y avoir des enquêtes un peu plus poussées pour savoir si sa famille ne travaille pas dans l'armée, si c'est pas une fille d'un service secret étranger pour rentrer en contact avec vous. Et après, tu dois faire encore plus attention avec toutes les femmes que tu rencontres. Tu as toujours un doute, parce que ça, c'est le meilleur moyen d'attraper quelqu'un, de le faire parler, c'est par le sexe. Il y a 2-3 leviers. C'est un... MICE. C'est ça, le MICE. C'est un des moyens. Donc, est-ce que tu peux expliquer, quand on en parle, ce que c'est que le MICE, donc ça s'écrit M-I-C-E, c'est les moyens en fait, de levier que vous avez sur quelqu'un. Donc en fait, il y a... manipulation, clairement. C'est ça, c'est les moyens de manipulation. Donc en fait, on part du principe, plus ou moins, qu'on a tous un MICE. Donc ce sont les 4 leviers pour manipuler quelqu'un. M pour money, l'argent évidemment. C'est-à-dire que vous payez quelqu'un pour avoir une info. En gros, voilà, c'est quelqu'un qui va être vénal. C'est-à-dire, écoute, je te file 100 000 euros et tu me donnes le nom de ton chef, en gros, voilà. Mais qu'il est peut-être... Alors, c'est intéressant parce qu'il n'est pas forcément au départ. Et en fait, tu arrives à habituer les gens en les payant petit à petit, de plus en plus. Donc, ils prennent un train de vie différent. Comme de la drogue. Ouais. Donner des... Ils prennent un train de vie différent qu'ils n'avaient pas avant. Surtout s'ils ont une maîtresse, un truc, donc ils commencent à faire les petits cadeaux, tu vois. Et puis au bout d'un moment, tu dis, il n'y a plus. Sauf si tu me dis ça et ça. Voilà. Et là, les gens sont en manque et veulent leur argent. Le I, c'est quoi? Alors, I, c'est pour idéologie, idéologie. Donc, par exemple, typiquement en ce moment, si tu prends certains pays où il se passe des choses dans le monde, d'accord, récentes, où il y a eu des renversements de régime récents, tu peux aller trouver des gens dans le pays qui étaient plutôt proches ou en faveur de l'ancien régime et qui aimeraient bien que l'ancien régime revienne. Tu vas aller les voir et tu vas dire, voilà, moi je travaille pour un État étranger, on a des intérêts à ce que, tu sais déjà, parce qu'avant il y a eu la phase d'environnement, d'écoute, de tout ce que tu veux. Il y a une enquête sur la personne. Absolument, ce qu'on appelle l'environnement. Et donc il y a eu l'environnement, donc tu sais déjà tout sur la personne. Et là, tu vas dire, nous, on a des intérêts à ce que l'ancien régime revienne. Évidemment, tu vas dire, moi aussi. Mais on a besoin de gens comme toi pour nous aider. Voilà. Ça, c'est l'idéologie. C'est l'idéologie. C'est très puissant. C'est chantage, coercion en anglais. C'est pas le plus propre. C'est pas le plus propre. Et en plus, la nature humaine fait que quand quelqu'un est coincé avec le chantage, son réflexe, c'est de vouloir s'en sortir. Et de tout faire pour s'en sortir. Est-ce que tu peux donner un exemple? Je sais que tu en as un très bel exemple de chantage que vous avez utilisé déjà pour faire parler quelqu'un qui ne voulait pas. Alors, c'était quelqu'un... c'est pas des gentils en général, quand tu fais ça. C'est ça. C'est des salopards souvent. Absolument. Mais bon, ça, on pourra en parler, mais quand c'est des salopards, c'est pas très... Enfin, tu acceptes de faire ce genre de choses, c'est pas très difficile moralement, psychologiquement. Le problème, c'est quand... c'est des bonnes personnes qui sont au mauvais endroit, au mauvais moment, et qui ont accès à l'information. Et là, c'est plus difficile de vivre avec. Mais donc là, en l'occurrence... Parfois, ça se finit mal pour eux. On en reparlera. Alors, c'est la règle, on en parlera après, mais la règle numéro 1, c'est que généralement, ça se finit mal pour eux. Parce qu'une fois que tu as l'information, tu veux que personne d'autre n'ait cette information, que personne ne sache qui a l'information, et personne ne sache quelle était l'information. C'est la partie un peu plus sombre. C'est la partie un peu plus sombre. Et donc, cette personne-là...
C'était un type nickel. Alors, on avait fait tout l'environnement. Il n'y avait rien. Tout allait bien. Il avait pas de... On détecte pas de levier particulier. Il n'a pas de maîtresse. Il n'est pas avare. Il n'a pas besoin de sous plus que ça. Sa femme est là. Elle n'a pas d'amant. T'as pas de levier à part le chantage, quoi, en gros. Il n'y a pas grand-chose, quoi. Donc, on est là, merde, c'est quoi le maïs? Comment est-ce qu'on va trouver le maïs? Et un jour, on est, comme d'habitude, dans la phase d'environnement, en attente qu'il sorte de son bureau. Donc, je ne dis pas où c'était, dans quel pays. On attend qu'il sorte de son bureau et on sait par les écoutes qu'il appelle sa femme et il dit, voilà, j'ai une réunion qui va durer, je ne vais pas pouvoir sortir du bureau avant 3 heures, etc. Ça, voilà. Bon, il se fait engueuler au téléphone. Et nous, on se dit, on est là pour 3 heures encore et tout. Et là, 5 minutes après, il sort. Oh putain. Donc clairement... Tu te dis, va ailleurs. Clairement, il y a un truc. Donc là, on part derrière, les motos, les voitures, les machins, les piétons, enfin, on part derrière en filature. Il y a un gros dispo quand même, là. Du coup, c'est une personne importante. Hein. Ouais, personne importante, renseignement très important. Renseignement très, très important. Donc ça dépend, la taille du dispo dépend évidemment du pays, des fonds alloués à la mission, etc. Et de la phase dans laquelle tu es. Et donc, on part derrière. C'était un pays dangereux, un pays pas dangereux, juste toi? C'était un pays entre les deux, ouais, où si tu te fais attraper comme espion, oui, tu reviens en petit paquet. Ouais. D'accord. Ouais. Et donc, on part derrière et il va dans l'équivalent du bois de Boulogne à Paris. D'accord. Le bois de Boulogne, c'est un bois sur l'ouest de Paris, où il y a des femmes qui travaillent avec leur corps. Ouais, il y a des femmes et autres. Des prostituées et des garçons. Hommes gigolos, hommes, femmes, qui vendent leurs services. Et donc, il nous amène dans un coin similaire. Et donc, on le perd de vue, évidemment, parce que c'est sombre, c'est la nuit, on voit pas bien, etc. Et puis là, il y en a un qui dit « je le vois ». Et à la radio, évidemment. Et il était donc les 2 mains sur un arbre, avec le pantalon aux chevilles, avec les fesses en arrière, en train d'avoir une relation sexuelle avec un homme. De s'offrir à un homme, quoi. C'est ça, de s'offrir à un homme, exactement. Donc là, évidemment, photo longue distance, de nuit, etc. Ça se passe vraiment comme dans les films, là. Ouais, exactement comme dans les films. C'est vraiment, ça te plaît quand tu fais ça? Enfin, tu te dis, tiens, je suis dans un film, là, ce genre de mission? C'est ce que tu imaginais? Oui, alors... en fait, pour tout le monde, c'est un peu une nébuleuse. La DGSE, tu sais pas trop ce qui s'y fait, mais en résumé, ce que tu vois dans les films vient bien de quelque part. J'ai vu des gens parachuter des jet skis ou des 4x4 de nuit au milieu des voies aériennes civiles d'un avion de transport au bout d'un parachute et des types sauter en parachute derrière. C'est ce que fait le COS, hein, par exemple. Donc, voilà. On a fait un reportage, d'ailleurs. Ouais. Ils peuvent parachuter d'un A400M, un avion cargo qui saute de l'arrière. Des gens, mais aussi, il le disait, des quads, des voitures, même des bateaux. Donc là, quand tu vois les avions de ligne passer dans tous les sens et le jet ski qui tombe au milieu de nuit, ça rigole pas. Hein. Non, ça rigole pas. Et donc là, tu prends en photo le monsieur. Et donc là, on prend en photo. Avec l'autre monsieur derrière. Donc évidemment, il y a la satisfaction parce qu'on se dit, voilà, là, on a notre maïs. Ouais, donc ton levier pour le faire. On a le levier. Et donc, on savait par l'environnement, donc la phase d'observation, que c'est lui qui, tous les matins, passait par sa boîte aux lettres en sortant de chez lui pour aller au travail et filtrer le courrier, trier le courrier. Tout ce qui était pour lui, il le prenait, tout ce qui était pour sa femme, il le laissait. Et là, évidemment, dans son courrier, une jolie petite enveloppe avec dedans une jolie petite photo. Et donc, il part, on le voit, donc on est dans le sous-marin, et on le voit sortir de chez lui. Le sous-marin, c'est une camionnette civile. On le voit sortir de chez lui et marcher dans la rue. Et puis, bon, là, il regarde un peu ce qu'il a reçu et puis il tombe sur une enveloppe où il n'y a pas de timbre. Bon, il regarde, il n'y a rien au dos, il ouvre l'enveloppe. Tu le vois faire ça? Ouais. Mais à 50 mètres. Et là, il sort la photo. Et là, évidemment, il devient blanc, livide. Le réflexe, tout de suite, remettre la photo dans l'enveloppe, comme si ça allait changer quelque chose. Et tout de suite, il commence à regarder partout. Normal. Oui. Vous n'avez pas eu peur de le regarder à ce moment-là, non? Ah non, tu peux pas nous voir. Et donc, il regarde partout autour de lui. Il re-regarde la photo, il la re-range, il re-regarde autour de lui. Enfin, bref, T'es armé, là, au cas où? On ne sait jamais. T'es armé toujours à ce moment-là? Pour cette mission-là, non. Mais tu sais où trouver, tu sais où trouver des armes si nécessaire. Dans la boîte à gants, finalement. Et donc, il se dirige donc vers une cabine téléphonique. Il y a un numéro? Il sort la photo et au dos
de la photo, il y avait juste un numéro. Putain, incroyable. Et donc, ils se dirigent vers la cabine téléphonique. Et puis là, donc, on se regarde en rigolant, évidemment, dans le Zoom, en se disant, ça, c'est pour nous. Et ça sonne? Et ça sonne. Donc, je décroche. Et puis, je dis, dans 1 heure, à tel endroit. En anglais, tu parles? Ouais. Dans 1 heure, à tel endroit. Clunk. Voilà. Et puis, c'était fini. Et 1 heure après, donc, on le voyait marcher dans la rue. C'était assez... humainement, c'est terrible. Parce que, tu vois, c'est pas une mauvaise personne, si tu veux. Ce type. En l'occurrence, cette personne-là n'était pas une mauvaise personne. Mais tu le vois faire des zigzags et errer dans la rue, complètement perdu. Ouais. Donc là, on a donné le MIC, là, on a donc le chantage. C'est quoi le E de MICE? C'est l'ego. Donc, c'est l'ego. Donc, tu peux avoir des gens qui sont richissimes, qui n'ont pas besoin de plus. Idéologie, ils s'en foutent de tout. Ils n'ont absolument aucune idéologie. Chantage, tu leur donnes des photos d'eux avec des prostituées et ils disent celle-là est pas mal, celle-là, je vais garder celle-là. Et donc, il reste que l'ego. Et donc, t'envoies, si possible, en général, si c'est masculin, une stagiaire féminine dans sa société qui va arriver, qui va dire voilà, je fais mes études dans telle université, sur cette thématique-là, j'étudie le deal machin que vous avez fait il y a 2 ans parce que pour moi, c'est le summum du deal, etc. Est-ce que je peux vous interviewer 1 demi-heure? Ça prendra pas longtemps, etc. Mais j'aimerais vraiment entendre de la voix du maître. Comment vous avez fait, etc. etc. Voilà. En général, les types, ils y vont, ils racontent. Mais c'est des one-shots. Voilà. Mais ça, du coup, il va raconter des trucs, mais il va pas donner l'information. C'est des one-shots. Ça peut donner un accès, il va donner son numéro de portable perso, par exemple. Parce que la stagiaire est jolie. Ah, parce qu'elle est jolie. Donc il va donner son numéro de portable perso. Ça s'appelle une hirondelle, ça, non? Hirondelle, ça va jusqu'au 7 en général. C'est des femmes qui sont envoyées par les services secrets. Il y en a dans tous les services secrets du monde. C'est le numéro 1 d'ailleurs. Absolument. Surtout chez les Chinois et Russes. Donc parfois, j'imagine la DGSI doit vérifier un peu les gens qui sont sensibles en France, de notre côté. Et si jamais ils se font alpaguer par une nouvelle femme, il y a un contrôle qui est fait? Oui, alors si les gens sont bien formés dans les grandes sociétés de défense françaises, en général, ils ont un officier de sécurité dans leur société. Et quand ce genre d'approche se produit, immédiatement, ils écrivent un compte-rendu qui ensuite part donc, à la DGSI et à la DGSE pour voir si on connaît cette personne. On va entrer dans la direction des opérations, c'est là que tu vas ensuite. Ça, tu rentres à DGSE, tu fais analyste, et après direction des opérations. C'est quoi la différence? Alors, il y a des grandes directions au sein de la DGSE, et, parce que ce qu'on voit dans les films, les James Bond... C'est service action? Alors, non. Au sein de la direction des opérations, il y a différents types de services. Un qui est le bureau des légendes, par exemple. Il y en a d'autres. Le service action dépend... de la direction des opérations. Tu as différents types de divisions là-dedans, mais en gros, la façon dont ça marche, c'est que tu as un analyste qui, en fait, est la tête de la pieuvre. C'est l'analyste qui maîtrise son sujet. Alors, il peut être spécialisé soit sur une thématique, soit sur un pays. Il va être spécialisé sur telle milice au fin fond de la Libye, etc., par exemple, d'accord ? Et lui, il maîtrise vraiment tout. Qui est dans cette milice, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi, comment, etc. Et pour en savoir plus, parce que son but ultime, c'est de rédiger des notes qui vont aller au président de la République, au Premier ministre, etc., qu'on appelle des diffusions. Pour rédiger ces diffusions, il va avoir besoin de grains à moudre et d'avoir de l'information qui lui remonte. Cette information peut venir soit d'autres personnes de la direction du renseignement, sous passeport diplomatique à l'étranger, qui ont déjà des sources humaines déjà recrutées et qui vont aller voir ces sources humaines en disant voilà, est-ce que tu sais quelque chose là-dessus, est-ce que tu as entendu ça, etc., etc. Et tout ça remonte à l'analyste. Soit il va avoir la direction des opérations quand il n'y a pas de source qui existe. Il faut peut-être en recruter une nouvelle, ou alors il faut carrément aller prendre le renseignement là où il est. Ou alors la partie technique, elle n'a pas de numéro à exploiter, n'a pas de numéro. Un endroit qui bouge beaucoup, la direction des opérations. Oui, donc la direction des opérations est en charge de toutes les opérations clandestines, offensives, généralement illégales, illicites. Donc tu casses quelques lois pour l'obtenir. Tu coches quelques cases. Donc pourquoi ? Parce que on considère que 90% du renseignement est blanc. Ça veut dire qu'il est... Il y a 3 types de renseignements. C'est ça. Donc il y a 3 types de renseignements. On va dire que 90% du renseignement est blanc. Alors ça ne veut pas dire qu'il est facile à obtenir. Il y a des blogs en langue étrangère, etc. Du blanc, c'est un peu de l'OSINT. C'est de l'open source. Tu trouves de l'information si tu la cherches bien. C'est ça. Ensuite, le gris, donc généralement, c'est dans la tête de quelqu'un.
mais ce quelqu'un n'est pas forcément formé à protéger ce renseignement, ou parfois même n'est même pas conscient qu'il a un renseignement, d'avoir accès à ce renseignement. Et ensuite, tu as 1% du renseignement qui est noir. Donc là, c'est soit dans un coffre-fort, dans un disque dur crypté, dans une clé USB cryptée, ou dans la tête de quelqu'un qui, lui, est bien conscient qu'il a le renseignement et qui est formé à surtout ne pas donner ce renseignement. Voilà. La direction des opérations fait le noir et le gris quand c'est nécessaire. Sachant que, par exemple, interception téléphonique, c'est blanc. Parce que tu as les grandes antennes, c'est dans l'atmosphère, ça tombe dans ton antenne. Et le noir, c'est plus sombre. T'as rien volé. Voilà. On va parler un peu justement de la psychologie, c'est ce dont tu parlais avant. Tu disais que c'était parfois pas facile psychologiquement, quand les sources étaient des gens gentils. On va en parler. Juste, tu es donc en analyste et on va t'appeler. Oui. Il y a une personne qui t'appelle et qui te dit un truc incroyable. Ouais. Donc là, en fait, à la DGSE, en tant qu'analyste, on est minimum 2 par bureau, parce qu'il faut toujours contre-vérifier ce que fait l'autre, parce qu'on a peur des taupes, c'est des traîtres. D'accord ? Donc, dès que ton petit collègue de bureau fait quelque chose, même se lève pour aller aux toilettes, d'accord ? Il doit fermer son ordinateur, il doit fermer son armoire forte, le coffre derrière lui, et tu lui dis, tu vas où ? Il dit, je vais aux toilettes. Non, c'est vrai ? Ah oui. Putain, la vache. Ouais. Aucune confiance au mec en face. Ah, c'est pas toi, personnellement. La confiance n'exclut pas contrôle. Voilà, la confiance n'exclut pas toujours contrôle. Et ça, vous le faites vraiment à la longue ? Ouais. Même quand tu vas pisser ? Ouais. Non, c'est vrai ? Ouais. Normalement, tu es censé le faire à chaque fois. Ouais. Et s'il y en a qui fument, ouais, voilà. Désolé, je dois sortir pour fumer. Exactement, je vais fumer. Et donc tu as ton téléphone, et sur ce téléphone, pour justement savoir qui t'appelle, il y a toujours le nom, la personne en interne évidemment, c'est un circuit fermé, la personne qui t'appelle et son service. D'accord ? Sauf pour la DO, où il n'y a pas de nom, la direction des opérations, où il n'y a pas de nom, il n'y a que des pseudonymes. Et il y a le pseudonyme de la personne et marqué DO à côté, donc direction des opérations. Voilà. Et tu ne sais pas pourquoi il t'appelle. C'est un peu la face sombre de la DGSE, la DO ? C'est un peu la face sombre de la DGSE. C'est un peu la façon. Avec le SA, évidemment. Service Action. Service Action, mais... Service Action, c'est les opérations... Oui, alors c'est les opérations vraiment armées. Et ils font aussi... c'est un travail vraiment pas facile parce que ils font aussi tout ce qui est garde du corps. Donc, par exemple, tu vas avoir quelqu'un de la direction du renseignement qui doit aller traiter une source au fin fond de Bagdad. C'est les anges gardiens de ces mecs-là. Voilà, où ça pète de partout. Et ben, il va avoir une escorte de type du SA. Donc, c'est des mecs très solides. Et ce qui est très dur dans le SA, pour avoir déjà rencontré certaines personnes là-bas, disait c'est que si tu te faisais arrêter, tu ne peux même pas dire que tu fais partie de ce service-là. Donc, soit tu es pris pour un espion d'un autre pays, tu ne sais même pas d'où tu viens, tu ne peux pas dire qui tu es, et la France ne te reconnaîtra pas. Non, parce que tu ne fais pas partie de la DGSE. La France te lâchera. Ouais, la France c'est dur. Ça, ce qu'on faisait nous, c'est... Alors, tu donnes ton pays pour ta vie pour le pays. C'est dur quand même. Ouais. De se dire, moindre emmerde, c'est pas chez nous, on connaît pas. Mais tu sais, en signant, en y rentrant, tu le sais. Il y a un risque. Oui, mais c'est comme quand tu deviens pilote de chasse et que tu fais ça pour Top Gun. Tu ne penses pas vraiment à un moment que tu vas risquer ta peau ou perdre tes copains, etc. Là, c'est un peu pareil. Jusqu'au jour où ça arrive, évidemment. Attends, donc il t'appelle, tu vois donc, vidéo sur le donc téléphone, je suis là, je suis dans mon bureau, et je vois marqué un prénom, un pseudo, et marqué DO. Donc je décroche, elle me dit oui, je suis dans tel tour, dans tel bâtiment, est-ce que vous pouvez venir me voir ? Ok, et je dis quoi ? C'est ma question. En pensant qu'est-ce que je dis à l'autre qui est en face de moi, parce que je vais partir. Et là, il me dit, tu dis que tu vas fumer comme d'habitude, puisqu'il est 11h du matin. Et donc, tous les matins, à 11h, j'allais fumer une clope en bas du bâtiment. Et donc, en fait, il avait appelé à l'heure où je devais descendre, fumer ma cigarette. Je dis, donc, il savait, il m'observait déjà. Donc, je dis, OK. Je raccroche le téléphone, je me lève. Donc, l'autre dans le bureau dit, tu vas où ? Je dis, je fume une clope. Je descends, je fais semblant d'allumer une cigarette. Je monte dans l'autre bâtiment pour aller le voir. Donc, c'est des portes, pour entrer dans cette partie-là, l'état-major de la direction des opérations, tu vois rien. Enfin, c'est un truc complètement vitré, mais teinté. Je rentre là-dedans, et là, je le vois, et il me dit, voilà, est-ce que ça t'intéresse de rentrer à la direction des opérations ? Parce que vu les résultats que tu as eus sur le stage de formation de départ, qu'on appelle le stage EOT, exploitant officier traitant, qui est quand on rentre en tant qu'analyste, il y a une formation de base, de filature, etc. Il y a un espion français, le vrai nom, c'est opérateur. Enfin, officier traitant. Pardon, c'est OT, officier traitant. Absolument. Et donc,
Est-ce que ça t'intéresse de rentrer à la direction des opérations ? Je dis, oui, pourquoi pas, mais pour faire quoi ? Il me dit, je peux pas te le dire. Je dis, toujours tentant de savoir ce qu'il y a dans la pochette surprise. Ouais, et puis surtout, c'est compliqué de postuler pour un truc sans savoir ce que c'est quand même. Donc il me dit, c'est maintenant, c'est oui ou non. Je dis, c'est oui. Il dit, ok, tu vas devoir faire les tests. Ok. Et il me dit, c'est en gros 10 jours. Et donc je dis, donc je fais comment ? Il dit, ta hiérarchie de la direction du renseignement ne doit pas être au courant que tu fais les tests pour la direction des opérations. Ah la vache, même en interne. Ouais. Donc tu vas poser des vacances et tu me tiens au courant quand tu as les dates de tes vacances et tu feras les tests pendant tes vacances. Bon, très bien. Donc je repars de là, je descends, je vais voir mon chef, je regarde les dates, puis je dis, bon voilà, je prends 15 jours 10 jours de vacances là. Je rentre à la maison le soir et donc je dis à mon épouse, je prends 10 jours de vacances, telle période. Et elle me dit, super, on va où ? Je dis, toi tu restes ici, et puis moi je sais pas. Et donc, je fais les tests. Donc là c'est beaucoup plus poussé en termes de fatigue et mise en situation. Là, de la paranoïa atteint un niveau vraiment élevé. T'as l'impression d'avoir tout le temps quelqu'un derrière toi, etc. Après, on le faisait pour d'autres gens qui passaient les tests. On a eu une fois une fille qui donc faisait les tests et elle était en lien directement téléphonique avec son chef de stage. D'accord ? Et nous, on était derrière en filature. Et donc, au bout d'un moment, son chef de stage m'appelle. Il me dit, vous êtes toujours derrière elle, là ? Je dis, ouais, on est toujours derrière elle, je la vois. Il me dit, parce qu'elle vient de m'appeler pour me dire qu'elle avait fait son itinéraire de sécurité, sa rupture de filature, et qu'il n'y avait rien derrière, qu'elle n'était pas suivie, qu'il n'y avait pas de filature, et que donc elle rentrait chez elle. Donc tu me confirmes que vous êtes derrière ? Je dis, je te confirme, on est toujours derrière, j'ai visuel sur elle. Elle me dit, ok, tu restes sur elle le plus longtemps possible, et tu lui fais peur. Pour lui montrer, que, oui, il y a du monde derrière. Tu lui as fait peur comment ? C'était tard le soir. Très tard le soir, donc c'était un des derniers métros. Et en fait, il y avait donc un membre de la filature dans chaque wagon du métro dans lequel elle était, sauf le sien, évidemment. Et elle est arrivée à la station chez elle. Et donc la porte du métro s'est ouverte. Elle est sortie sur le quai. Et en sortant sur le quai, à chaque wagon, t'as un mec qui est sorti, qui l'a regardé. Incroyable. Et là, elle a fait ouf. Donc elle s'est décomposée complètement. Elle est partie complètement en sucette, appeler les flics, machin. Enfin, oui. C'est pas... Et après, tu dis que tu travaillais à la DGSE ? Non, on était partis, nous. Ah oui ? Ouais. Putain, incroyable. On était partis. Donc elle n'avait pas été prise à la DO. Et, donc toi, il te dit, comment t'apprends que t'es pris ? Alors voilà, je fais les tests, etc. Je rentre avec un œil au beurre noir. Pourquoi ? Parce que dans les tests, il se passe quelque chose. et donc... Ils utilisent tous les moyens pour te faire parler ? Il peut se passer des moyens pour te faire parler. Et donc, si tu parles, t'as perdu ? Ouais. C'est ça, putain la vache. Et donc... Ça fait mal ? Hein ? Ça fait mal ? Oh, ouais, ça passe. Faut être vraiment résistant à la douleur ou c'est faisable si t'es très motivé ? C'est dans la tête. Ouais. C'est dans la tête. Il te noie ou pas ? Tu veux dire la board ? Il y a la partie aquatique ? La board avec la tête en arrière, c'est ça ? Ouais, Avec le seau et le... Non, c'est interdit, ça, voyons. Et le chiffon, ouais. C'est interdit. C'est interdit. Il n'y a plus de loi quand on est là-dedans. Tout ce qui est interdit, on passe de l'autre côté de la force un peu. C'est pas permis de tuer, c'est le permis de... C'est le permis de casser la loi, enfin c'est le permis de mentir, c'est le permis de faire ce que tu veux. Au nom de l'État, c'est ça qu'il faut. De faire ce que tu veux. C'est la partie obscure. Ouais. Et c'est là où c'est quelque part grisant, si tu veux. C'est que c'est très addictif. Et c'est pour ça qu'il y a plein de mecs qui vrillent, parce qu'à force d'avoir tu vois, plusieurs identités différentes sur lesquelles tu tournes, les cartes d'identité, les comptes en banque, le téléphone, etc., les autres adresses, tu as des gars qui, le soir, quand ils ont fini de bosser, quand ils sont à Paris, au lieu de rentrer à la maison, ils disaient à leur femme, c'est pas sexy, tu vois. Non, ils appellent, t'es quelqu'un d'autre, donc t'appelles pas ta femme. Tu peux pas appeler pour dire je vais rentrer tard. T'es quelqu'un d'autre. Donc il reste ce quelqu'un d'autre et ils vont, tu vois, dans un resto, dans un bar, dans un hôtel, un truc, dragouiller la réceptionniste, tu vois, en étant quelqu'un d'autre. On va reprendre l'histoire dans 2 secondes. Juste avant, est-ce que tu t'es déjà fait arrêter par des policiers en France, des flics ? Ouais. Et tu leur montres ton faux passeport ? Non, t'as pas. Alors, la DGSE n'a pas vocation à agir sur le territoire national.
Nous n'agissons Non, que... mais utiliser ton passeport juste sur un contrôle d'identité pour pas donner le tien en France. Même si t'étais pas en mission, non? Non. D'accord. Non. Par contre, j'ai été arrêté une fois. On s'est fait embarquer par des flics en civil, tu vois. Et donc là, pas un mot, évidemment. Les autres de l'équipe te voient partir. Il y a la moto qui suit pour voir à quel commissariat t'es emmené. Ensuite, il dit à la boîte, ça monte par en haut, donc ça va chez DGS, donc la sécurité interne de la boîte. Et ça redescend sur le commissariat pour dire laissez-le partir, il est de chez nous. Et toi, tu dis rien. Mais le temps que ce process se fasse. Il passe 1 heure ou 1 heure et demie. Il passe 1 heure. Hein. Et pendant 1 heure, tu as les flics qui essaient de t'interroger, genre tough, tu vois, genre dur. Ils donnent des coups de pied dans le tabouret. Ah oui? Un peu, ouais, machin, arrête équipe. Et toi, tu es là, tu pas de papier sur toi, tu dis rien. Et tu as une radio. Tu vois, donc, tu as une radio, une petite oreillette. Ils aiment pas. Donc, tu dis rien. Et puis d'un seul coup, c'était assez marrant. Tu vois, j'étais en train de me faire interroger. Il y a l'espèce de fenêtre. Et donc les deux qui est de costauds sympas après, mais à ce moment-là pas sympa, qui essaient de m'interroger, et donc je dis rien du tout, pas de nom, rien, tu parles pas. Et là je vois donc ce qui, je pense être le commissaire, arriver de l'autre côté de la vitre, et faire toc toc toc, et leur dire de sortir de la salle, donc ils sortent, et donc là j'entends pas, mais je les vois, et je vois le commissaire faire des gestes en disant, en montrant du doigt, et là ils reviennent en disant... On est désolé, on savait pas, machin, etc. On doit vous déposer où vous voulez, etc. Et donc, très sympa, je dis, vous pouviez pas savoir. Donc, je monte dans la voiture de police. Et puis, j'attendais le moment, en fait. Forcément, au bout de 5 minutes, il y en a un qui se retourne et qui dit, et comment on devient espion? Et là, je dis, vous avez qu'à me déposer là. Voilà, c'était la limite pour juste où je pouvais aller. Donc, pour la DO... La direction des opérations, il t'appelle pour dire que c'est bon? Alors, pareil, je suis dans mon bureau, donc je rentre avec mon cocard. Je reprends donc l'autre dans mon bureau. Ça s'est bien passé tes vacances avec le gouvernement, oui, très bien. Et puis là, j'ai pas de son, pas d'image pendant plusieurs semaines. Donc, je fais mon travail d'analyste. Et tu peux appeler personne. Tu peux pas prendre ton téléphone en disant alors j'ai réussi les tests. Tu vas retourner au bâtiment d'à côté pour voir, non? Non. Ah non. Tu peux aller sonner autant que tu veux. Il y a personne qui va tout. Ça répondra plus? Non. Ça, c'est incroyable. Donc voilà, donc pas de son, pas d'image. Tu peux pas l'attendre à la cantine, le gars, aller le voir, non? C'est pas la même cantine? Non, et puis il faut pas que tu sois vu en train de le voir. T'es descendu fumer ta cigarette pour aller le voir, donc tu l'as jamais vu en fait. Et puis là, coup de fil, même pseudo, avec marqué DO. Donc là, je décroche. Il me dit, tu peux venir me voir? Et je dis, j'imagine que je vais fumer une cigarette. Et il me dit, oui. Je raccroche le téléphone, je fume une cigarette. Entre guillemets, je descends, machin, je monte dans l'autre bâtiment. Je vais le voir, et il me dit, bon, voilà, t'as réussi les tests, donc est-ce que tu veux rentrer chez nous? Et je dis, oui, enfin, pour faire quoi? Il dit, je peux pas te le dire. Je dis, j'ai réussi les tests. Il dit, non, je peux pas te le dire. Ah bon, ok, mais c'est maintenant, c'est oui, non. Est-ce que tu veux rentrer chez nous? Je dis, oui. Il dit, ok, bienvenue. On va donc t'emmener quelque part. Je dis, oui, mais avant, qu'est-ce que je vais faire? Il dit, on te l'expliquera plus tard, je peux pas te le dire. Et donc, ok. Bon, quand même, ouais. comme boulot. Ouais. Et puis là, il me dit, là, ça monte comme ça. Et puis il me dit, t'as 45 minutes, à telle heure, devant la boulangerie Porte des Lilas, il y a une voiture qui viendra te récupérer. Sois pas en retard, sinon c'est fini. Donc je redescends dans mon bureau, je commence à faire mon carton. Et tu dis quoi à ton gars? C'est ça. L'autre, tout de suite, il fait, qu'est-ce que tu fais? Donc on a ce qu'on appelle le besoin d'en connaître. Donc, on a besoin de se justifier ou non. Fonction de la personne en face, si elle a le droit de savoir ou non. Des cercles, en fait, d'information, si tu le sais pas, si tu dois pas le savoir. Exactement. Et donc, je commence à faire mon carton, et puis il me dit, qu'est-ce que tu fais? Et je dis, je suis muté dans un autre service. Il dit, ah bon, ok. Donc, je ferme mon armoire, etc. Je commence à partir avec mon carton. Et là, j'entends le hurlement au bout du couloir, qui était mon grand chef, qui m'appelle par mon nom, et qui me demande de venir le voir. Et donc moi, j'étais là en train de me dire, ça va pas passer, il faut pas que je sois en retard à la boulangerie. Et donc je vais dans son bureau, et là, il me hurle dessus, mais t'es complètement malade, pourquoi tu fais ça? Tu vas te retrouver clochard, parce qu'on a des stages de clochardisation. On apprend à être clochard. C'est-à-dire? C'est-à-dire que quand tu dois observer une adresse, quelque part, dans un pays, dans une ville, et que... Tu te fais passer pour un SDF? Ouais, t'es un clochard. Et donc, généralement, les clochards sont assez territoriaux, peu importe le pays, et donc, il faut que tu arrives à être accepté par le clochard du coin pour être habillé et être crédible en clochard. Pour ça. Les stages de clochardisation.
Putain, c'est la première fois que j'entends ce terme. Et donc, pour surveiller une adresse pendant toute la nuit ou pendant plusieurs jours, etc., etc. Oui, parce qu'on ne va jamais se méfier du gars qui est en bas pendant longtemps. Ouais, voilà. Donc, il me dit complètement malade, alors que tu aurais eu une carrière, tu aurais pu partir en poste à l'étranger, diplomatique, tout ça. Hein. Et évidemment, tu gagnes beaucoup mieux ta vie quand tu fais ça, parce que tu es payé en tant que diplomate. Et là, le temps tourne, donc qu'est-ce que tu fais ? Le temps tourne, donc au bout d'un moment, je lui dis écoute, je suis désolé, mais là vraiment, il faut que j'y aille. Il me dit oui, bon, et puis j'imagine que si je te croise dans Paris, je te connais pas. Je dis c'est ça. Et donc là, je pars, mais vraiment ric-rac. Il sait pas que tu vas dans un autre service. Ah si, il a eu le coup de fil. Ah oui. Lui, il a eu le coup de fil de l'ADO pour dire lui, on le prend. Pas content. Et puis, donc là, je sors vite. J'attends devant la boulangerie avec ma boîte, sachant que quand tu es à la direction du renseignement analyste, tu bosses en costume cravate. Donc, port des lilas, tu passes pas inaperçu, tu vois. Tu es avec ta boîte, port des lilas, en costard cravate. Et là, il y a une voiture qui arrive avec les fenêtres teintées, fenêtres qui se baissent, et tu as un mec, les cheveux là, la veste de treillis un peu dégueu, un peu grunge, tu vois, avec la barbe, qui me regarde et qui me dit machin. Je dis ouais, il monte. Donc, je monte, il ferme la fenêtre. Et puis il me regarde comme ça fixement, et puis il me dit c'est bon, on peut y aller. Puis moi je suis là avec ma boîte, sur les genoux. Je regarde et je dis oui, on peut y aller. Et puis tout en me regardant, il me dit je te parle pas à toi. Je dis qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est bizarre ce gars, c'est bizarre ce mec. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On est que deux dans la voiture. Et là, dans la voiture, t'entends par les speakers. En fait, t'avais une moto suiveuse et en fait, il parlait à la radio en appuyant sur le bouton. Putain, incroyable. Et donc, t'entends la moto qui dit ouais, c'est clair pour moi derrière, on peut y aller. Et là, tu pars. Donc là, je me dis ok, là, je suis plus dans le même monde. Le costume va. Ouais. Et là, on part donc à un des centres qui est à l'extérieur de Paris. Et il y a une des entrées, c'est le tunnel de Batman. Je peux pas te dire mieux. D'accord. Donc tu rentres dans le tunnel. T'as les lumières, et t'arrives à la fin avec t'as la stèle en marbre gravée avec comme à la CIA avec les étoiles. Les mecs qui sont morts, mais il n'y a pas les noms. Ah, wow. Et donc tu passes toutes les gates de sécurité et t'arrives dans une autre partie de l'enceinte. Voilà. Et puis là, je suis arrivé dans une section. On m'a dit voilà, c'est ça qu'on fait ici. Et puis c'est là que j'ai commencé. Putain, incroyable. Et c'était quoi la section? Enfin, c'est officiel ça ou c'est non officiel? C'est une section qui donc fait partie de la direction des opérations et qui est en charge de toute la partie acquisition de renseignements compliqués à obtenir. Je te demande pas ce que tu as vu de plus illégal. Ce que j'ai vu de pire, honnêtement, le problème de ce métier, c'est que tu finis par vraiment perdre foi en la nature humaine et vraiment perdre foi un peu en l'humanité. Parce qu'en fait, tu découvres que tout le monde a un prix. Que le maïs fonctionne sur tout le monde en fait. Et que quand il n'y en a pas, ça arrive très rarement, et ça c'est très difficile parce que tu tombes enfin sur quelqu'un qui redore le blason de l'humanité. Il n'est pas intéressé il n'y a pas du gain particulièrement, il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas de levier sur lui, pas de chantage, il n'a pas d'ego, tu vois, c'est un type bien marié, machin. Et ben en fait, tu vas déstabiliser sa vie pour créer un levier. Donc tu vas rentrer dans sa vie et tu vas faire en sorte que quelque chose se passe. Tu vas pourrir la vie, dans sa vie. Ouais. Propre. Voilà, exactement. Sachant que ça va mal se terminer pour lui à la fin. Mais donc tu vas déstabiliser sa vie pour pouvoir créer un maïs. Alors avant de le faire, évidemment, tu as les réunions, les machins. Quoi, tu fais rentrer une femme dans sa vie, Ça peut. Ouais, ça peut. Ou tu fais rencontrer un homme à sa femme? Ça peut. Tu as un très bon exemple dans un film qui est super, qui s'appelle Les Patriotes avec Yvan Attal, qui est un film des années 90, où c'est tellement bien fait que sur le Mossad, et c'est tellement bien fait que certains passages de ce film sont montrés lors de la formation du stage EOT quand tu rentres à la boîte. Et donc, tu as un très bon exemple où le type est à peu près lisse. Donc, c'est-à-dire qu'il a rien de particulier. T'as déjà eu un mec qui a rien, ouais, qui a pas de... Ça arrive une fois. Ouais, une fois. Aucun levier, putain. Une fois, sur beaucoup. Donc, voilà. Tu te dis que la nature humaine, c'est quand même... ouais. Et donc, dans ce film, tu vois que ils vont faire en sorte que la femme ait un accident de voiture. Enfin, la mère de la femme ait un accident de voiture. Parce qu'elle habite à la province. Jusqu'à ce niveau-là. Ouais. Comme ça, la femme va aller rejoindre sa maman qui est blessée. Comme ça, le type est tout seul dans la ville ou machin. Et là, tu peux commencer à rentrer dans sa vie et l'emmener, les bars, les putes, etc. etc. Ouais. Ça, il y a des gros moyens qui sont mis pour ça. Ça dépend. Sur ça, tu as les réunions avant.
pour dire est-ce qu'on a d'autres moyens d'obtenir cette information, est-ce qu'on peut l'avoir de façon technique, est-ce qu'on a déjà des sources qui peuvent donner cette information, est-ce qu'elle est vraiment critique, est-ce qu'on peut l'obtenir par d'autres moyens, parce que tu sais que derrière, c'est quand même lourd de conséquences. Détruire la vie de quelqu'un. Ouais, c'est ça. Et quand tu dis ça va mal se terminer pour lui à la fin? Bah, ça dépend encore une fois de qui c'est, du sujet si tu veux, mais dans ce métier, rien ne se perd, tout se transforme. Donc une fois que tu as obtenu ce que tu voulais, si c'est quelqu'un, si c'est un salopard, tu peux potentiellement en faire cadeau à un service allié où il va être arrêté dans un autre pays et tu sais que sa fin va pas être très sympa. Et en même temps, tu fais une bonne action vis-à-vis du service allié qui est ton partenaire. Alors qu'en fait, ça fait X années que tu chopes du renseignement sur leur pays. Il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas d'amis. Il n'y a pas d'amis, ben... même les amis nous surveillent. Ah, bien sûr. Ouais. Et parfois, tu as déjà vu des gentils où tu t'es dit, psychologiquement, là, c'est plus toi, humainement, parce qu'on parle de la... ce monde est un théâtre, on arrive tous pareils, etc. Psychologiquement, toi, qu'est-ce qui a été le plus dur à vivre? En tout cas, une que tu peux raconter, mais pour imaginer, comprendre un peu ce que ça implique quand tu rentres dans un service. C'est pour donner un ordre d'idée. Alors, c'est pas, dire que ça m'est pas arrivé à moi. Peu importe le pays, mais en gros, tu avais quelqu'un qui était un jeune type, d'une trentaine d'années, marié, un enfant, qui travaillait au profit d'une autre nation pas très classe, sur des thématiques super sensibles. D'accord, vraiment super sensible. Parce que c'était un ingénieur de haut niveau, etc. Ça. Dans le nucléaire. Un ingénieur de haut niveau. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment, on a réussi à le recruter. Et le levier pour lui, en gros, c'était pour lui, sa femme et son enfant, une nouvelle vie. Après. Mais ça peut arriver, que vous donniez les papiers, vous disiez, tiens, on te naturalisera, ça peut arriver. Alors, encore une fois, le deal, tu vas pas le faire tout de suite. C'est pas, bon, tu l'auras demain matin, merci, super ton petit papier, merci de ton info, et voilà une nouvelle vie. C'est, tu vas faire ça et ça et ça pour nous pendant X années, et si dans X années, tout s'est bien passé, alors... Voilà. Et la vérité, c'est quoi? C'est qu'au bout des X années, une fois que tu as tout ce que tu veux... c'est ni mal pour lui. Tu peux en faire cadeau à quelqu'un d'autre, etc. Voilà. Qui serait un peu moins regardant. Qui serait, voilà. Donc, il était au contact d'un officier traitant. Et en partant, en se séparant, au lieu de dire on se revoit comme d'habitude dans X semaines, il dit adieu. Bon. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est que sa femme, donc qui était dans le pays tiers, pas leur pays d'origine, avait reçu un coup de fil de sa mère à elle. On revient à l'exemple d'avant, qui avait reçu un coup de fil de sa mère à elle disant « Ton père est très très grièvement malade, il va mourir, il faut absolument que tu rentres maintenant pour le voir une dernière fois, etc. etc. Rentre tout de suite, rentre tout de suite. » Sauf qu'en fait, la mère faisait ça avec un flingue sur la tête, quoi. D'accord ? Mais il fallait que ça ait l'air sincère, suffisamment pour faire rentrer la femme. Donc la femme croit, rentre, se fait arrêter à la frontière par les services locaux du pays, qui sont vraiment, vraiment pas des enfants de cœur. Et elle aussi, avec un flingue sur la tête, appelle son mari. Donc t'imagines déjà les parents, c'est fini. C'est-à-dire ? Ah bah, ils ont flingué les parents. Donc elle a un flingue sur la tête, elle appelle son mari et elle dit il faut que tu rentres tout de suite, papa est très malade, il va mourir, machin. L'autre il dit bah, je peux pas, je suis dans tel truc. Non, je t'ai pris un billet d'avion, il faut que tu rentres maintenant, c'est maintenant, etc. Et c'était juste avant le rendez-vous avec l'hôtel. Lui, il a senti qu'il y avait un truc qui allait pas, d'où le adieu. Et en fait, on l'a su après, mais donc il arrive à la frontière, il se fait pareil arrêter, et il se fait emmener dans un endroit où sa femme et son petit garçon très jeune, je veux pas donner l'âge pour pas choquer certaines personnes, étaient donc accrochés, strappés sur une chaise. Lui s'est retrouvé accroché, strappé sur la chaise. Et puis là, les services locaux ont commencé avec une perceuse dans l'enfant pour faire parler le type. Et ensuite la femme, donc l'enfant est mort, ensuite la femme. Et puis ensuite lui. Et ensuite, donc dans cette phase-là, il a tout balancé. Donc comment contacter l'officier traitant, Attends, mais toi tu vis des trucs les rendez-vous, comment ça marchait, comment contacter, etc. etc. Donc voilà. Et puis évidemment, donc on a su ça. Donc l'officier traitant qui était en charge dit bon bah ok, donc je démonte tout.
Je démonte ma fausse identité associée, je démonte tout pour disparaître. Et le boss a dit non, surtout pas, parce qu'il ne faut pas qu'on crame de l'autre côté comme on a eu l'information. Donc on n'est pas censé savoir. Donc ils vont certainement te contacter en se faisant passer pour lui, de la façon de te contacter que tu avais prévu avec lui, ce qu'on appelle un plan de liaison. Ils vont certainement utiliser le plan de liaison pour te contacter. Et toi, il va falloir que tu y ailles. Le pays étranger, là? Ouais, les services du pays étranger. Ceux qui ont mis des coups de perceuse? Voilà. Il faut que tu y ailles au rendez-vous? Ouais. Ouais, parce que tu n'es pas censé savoir qu'il est mort. Oh putain. Attends, mais là, t'as pas envie de te barrer? Voilà. Donc il faut y aller. Mais sauf qu'après, tu as intérêt à bien faire. Mais c'est quoi cet enfer? Ça donne plus du tout envie de faire ce métier. Après, en fait, voilà. Et après, tu as intérêt à bien faire ton itinéraire de sécurité, ta rupture de filature, etc. Parce que là, tu n'as pas envie de les ramener à la maison. Si tu veux. Ouais. Et identifier qui tu es. Ouais, qu'ils comprennent. Incroyable. L'officier traitant a été au rendez-vous. Ouais. Avec une contre-filature autour, avec un point d'exfiltration. Et il y avait du monde autour. Et il n'a pas eu peur d'aller à ce rendez-vous aussi? Parce que même si on est formé... j'imagine qu'il a eu très peur. Ouais. Moins peur. Ouais. On est formé à avoir moins peur, enfin à contrôler sa peur? Non, je pense pas. Celui qui dit qu'il n'a pas peur, c'est un menteur. Hein. Enfin, ça dépend des situations, évidemment, mais ça nous est arrivé aussi dans la section d'observer un endroit qui craint. Enfin, tu vois, tu tombes sur des mosquées clandestines, ce genre de choses dans certains pays. Vraiment très très virulente, très 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 violente, où voilà, fait pas bon d'être un petit gars blanc qui va se balader là. Et donc il y a des véhicules qui permettent d'observer. Et c'est arrivé que tu as tous les gens qui sortent de la mosquée, qui commencent à entourer le soum, le véhicule, à essayer d'ouvrir les portes, à gratter les trucs collés sur la vitre. Et l'autre qui est dedans, là je peux dire que tu mets le portable sur silence et tu éteins les radios, quoi. Voilà. Et là, si le truc s'ouvre, c'est fini, quoi. Mais là, tu as une arme quand même pour te défendre? Non. Même pas forcément? Non. Comment vous avez su qu'il avait eu des coups de perceuse, etc. On avait quelqu'un de l'autre côté. C'est pour ça qu'il fallait pas cramer. Avec les méchants? Une autre source, oui. Et c'est pour ça qu'il fallait pas cramer l'autre source. Il faut avoir des sources en fait, il faut avoir des indices partout, quoi. Ouais, c'est ça, c'est des indices. Ouais. Est-ce que psychologiquement, on s'en remet de ça, même si c'est son travail et qu'on distingue son travail? En réalité, vous, le problème, c'est que vous avez des métiers qui sont un peu... Là, en l'occurrence, le type était vraiment un type gentil. Dans une autre vie, ça aurait pu, tu vois, ça aurait pu être un ami de l'officier traitant. C'était une bonne personne. Et tout ce qu'il voulait, c'était une meilleure vie pour sa femme et son enfant. C'est ça tout ce qu'il voulait. C'était pas de l'argent. Il est né là, donc il a fait ça. Pas de l'argent, c'était pas, tu vois. Et le mec, ce qu'il voulait, c'est une nouvelle vie pour sa famille, quoi. Et ça c'est difficile. Moi, je suis rentré à la maison après, quand on a été au courant de cette histoire, et j'avais mes enfants à l'époque, qui avaient 4 ans et 2 ans. C'est ce que je raconte dans le bouquin. Hein. Et ils étaient dans la baignoire, prenaient un bain. Et donc tout nus, c'est en train de jouer avec les trucs, les Playmobil dans la baignoire. Les enfants dans le bain, quoi. Ouais. Et là, j'ai pas pu m'empêcher de visualiser, quoi. Les petits genoux, les petites chevilles, etc. Est-ce que tu es allé voir un psy? Alors, avant d'écrire, en fait, je me suis dit, au départ, je me suis dit, bon, allez, je vais aller voir un psy pour un tas de raisons, parce que il y a cet exemple-là, mais c'est un exemple, c'est rare, mais le fait de passer tes journées, en gros, à mentir, donc à recruter des sources en étant quelqu'un d'autre, à devoir camper cette identité, ta légende, là où tu habites, tes faux parents, tes faux amis, ton faux Facebook, ton faux Instagram, ton faux LinkedIn, ton faux machin. T'as des photos, ouais. Oui, photos. Et sachant que tu mènes à peu près en moyenne entre 10 et 15 approches en même temps, donc tu as genre 5 identités différentes en même temps, d'accord? Et donc ça se termine où ta rentrée à la maison et à toi-même devient juste une sixième, en fait. Ça se fait? Et donc tu rentres à la maison et tu... J'ai l'impression que tu joues à ton rôle. Tu joues ton rôle. Tu joues le jeu d'acteur dans un théâtre supplémentaire. Ouais, de qui tu es, tu vois. Et tu te regardes dans la glace et tu te dis, je suis un salopard. Je suis un salopard. Parce que dans ton yin et yang, le noir a fait... Ouais. Et il reste plus qu'un tout petit point de blanc. Et là, tu te dis si ta femme n'était plus là, ou tes enfants, là, tu pèterais un plomb. Ouais, et puis il y en a qui disparaissent, enfin qui pètent des plombs, mais tu vois tout type de trucs, tu vois. Moi, j'ai eu un type un jour, un salopard, et une source, en gros, et le deal, c'était l'argent. Et au dernier moment, il a demandé l'exfiltration de son pays pour lui.
d'accord. Il était marié avec des enfants et tout. Et il savait pertinemment que s'il partait, qu'il était exfiltré, c'était la mort par torture pour sa femme et ses enfants. Et donc on lui a dit, on exfiltre tout le monde. Il a dit, non, juste moi. Par contre, je veux la mallette en arrivant, hein. Je veux mes sous. Hein. Ouais. Tu vois des gens bien, quoi. Ouais. Ah, tu perds foi en l'humanité. Ouais. Est-ce que tu as déjà dû faire semblant de tomber amoureux d'une femme? Est-ce que parfois, quand tu es dans un truc, tu dois faire semblant pour la revoir, machin? Ouais, absolument. Et ça, est-ce que c'est difficile aussi de faire semblant, d'avoir une autre histoire d'amour? Tu rentres chez toi, alors tu es dans une autre histoire. Est-ce que tu as l'impression de tromper ta femme? Bah oui. Alors que c'est ta mission? Surtout que pour que ça ait l'air réel, il faut qu'il y ait un minimum de sincérité. Tu vois? Donc, quand tu es au contact de cette personne, et tu peux pas juste jouer un rôle de « je tombe amoureux de toi », machin, tu vois, je suis pas Brad Pitt, quoi. D'accord? Donc, il faut qu'il y ait un jeu de séduction? Il faut qu'il y ait un jeu de séduction. Et donc, pour que ça sonne vrai, tu essaies de vraiment t'auto-convaincre, de te manipuler, toi, tu vois, qu'il y a des choses qui te plaisent. Chez elle? Chez elle. Alors que tu ne serais pas allé dans la vraie vie, par exemple? Non. Non, clairement pas. Et puis, et du coup, et puis tu rentres à la maison et donc en fait, pour que ça soit convaincant, tu peux essayer de visualiser genre ton épouse et de prendre des sentiments. Ah oui. Que t'as dans ta vraie vie. De ta vraie vie. Et comment tu fais si t'as une histoire d'amour et que, je sais pas, vous envoyez des messages, t'as un numéro de portable du pays, tu la dragouilles, machin, etc. Ouais. Comment ça se passe quand tu rentres chez toi, t'es avec ta femme? Il faut bien que tu lui répondes au message, que tu continues à... Non, ta fausse vie, elle vient jamais chez toi. Mais comment tu fais, alors? T'as pas de téléphone quand ton quelqu'un d'autre, il est c'est quelqu'un d'autre, c'est pas toi. La fille, elle se dit pas, c'est chelou, il me répond plus pendant 2 mois ou non, parce que le prétexte va avec. Le prétexte va avec, tu vois. Et puis c'est pas ce genre de truc où tu joues vraiment sur les sentiments. Ça va être... c'est pas viable sur la durée, donc ça va être des trucs un peu courte durée. Et donc tu dis, voilà, je sais pas moi, t'es consultant dans le pays en question, sur une thématique, sur du pharma, donc tu t'intéresses à tout ce qui est bio, médicaments, etc., ce qui permet de bosser sur l'armement biologique, par exemple. Et donc là, tu vas dire, ben voilà, je serai de retour dans 2 semaines, d'ici là, je dois aller dans tel pays, je serai pas joignable, je pars en vacances, peu importe. Ou alors, la journée... Tu trouves des excuses. Et tu as différents endroits dans Paris. Et je me suis fait une fois, sur mon bureau, tu avais je sais pas combien de téléphones portables, et derrière, tu as un post-it pour te souvenir du nom qui correspond... De la fille du nom de ton nom. Ah oui, oh là là. Oui, à l'arrière du portable, tu as le post-it avec ce portable-là, je m'appelle machin. C'est un peu schizophrénique. Ah, complètement. C'est-à-dire que tu as plusieurs... Complètement. Et tu te surprends même avec, quand tu es censé être toi-même, tu te surprends à avoir des attitudes de l'autre, enfin des autres. Ça se fait, tu te rappelles du nom de ta femme? Du jeu que tu joues. Parfois, est-ce qu'il y a des noms où tu l'as déjà appelé d'un autre prénom? Non, j'ai pas appelé d'un autre prénom. En buguant, ça m'est arrivé. En buguant, ce qui m'est arrivé, c'est de dire à une source pour qui j'étais, je sais pas, Alain, d'accord? Et imaginons que mon prénom c'est François, et je suis là, et je dis non, mais si t'as un problème, tu m'appelles, tu me dis François, Alain. Oui, là c'est pas... Mais pourquoi t'as dit François? Non, parce que je pensais à un François. Voilà. Il m'est arrivé ça, il m'est arrivé en filature, donc t'es derrière une source, enfin un objectif très sensible en plus. C'était vraiment quelqu'un de pas terrible. Et t'es derrière, si tu veux, et là t'entends, si mon prénom c'est François, t'entends François, mais qu'est-ce que tu fais là? Ça t'est déjà arrivé, ça? Ouais. Mais comment c'est possible? Pote de l'armée de l'air. Attends, mais t'étais en filature dans un pays? Ouais, pote de l'armée de l'air, qui était donc dans ce pays-là, ambassade, machin. Un pays pas... Ouais, un peu dangereux? Ambassade, tu vois, genre attaché de défense, truc. Ah, qu'est-ce que tu fais là et tout? Alors t'es censé t'appeler Alain? Ouais, évidemment. Et que t'es en filature sur le mec et que tu veux pas le perdre. Putain. T'as une petite anecdote d'ailleurs, un jour t'arrives dans un pays, je sais pas où c'est, t'arrives dans l'entrée et il y a un rapport avec James Bond. Oui. On était... donc, peu importe le pays, on avait des choses à faire dans un grand hôtel. D'accord? Donc, évidemment, t'imagines le type de clientèle qui peut y avoir dans un grand hôtel et ce qu'on est capable d'y faire. Et donc, on est là, on est à l'extérieur de l'hôtel, on attend pour s'assurer que la cible sorte, tu vois, pour être sûr que voilà, il est plus dans sa chambre, etc. Il part,
hein, tout va bien, donc on avait quelqu'un rencontré dedans en même temps, il fallait pas y vivre, enfin, c'était un truc assez compliqué. Tout prend des proportions de dingue en fait, parce que tu as tellement de sécurité, tellement le niveau de sécurité que tout prend des proportions de dingue. Et donc on arrive dans la rue et tout, on est sûr qu'il n'y a personne, tout va bien, et on rentre tous les deux en même temps, donc on tend la jambe avec la porte vitrée qui s'ouvre pour rentrer dans l'hôtel, et au moment où on met le pied dans l'hôtel, à fond dans l'hôtel, t'as ding 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 ding. La musique de James Bond qui s'éclenche. À fond. Et là, on s'est arrêté net, on s'est regardé. On s'est dit merde. Alors, on a fait demi-tour, on est parti. Et en fait, c'était la première de Casino Royale dans l'hôtel. Et donc, au moment où on est rentré, ils ont mis la musique à fond pour, tu vois, commencer l'événement, quoi. Ouais, bien sûr. Voilà. Et c'est au moment, vraiment, à la seconde où on est rentré. T'entends ça, tu te dis bon, c'est fini. On se fout de notre gueule. Enfin, ils savent, tu vois, ils savent qui on est. On a juste à repartir. Et une autre fois, on était avec. C'était pareil. On avait rendez-vous avec quelqu'un dans un hôtel à l'étranger et on prend l'ascenseur. Donc on attend. Voilà, on est dans l'ascenseur. L'ascenseur s'arrête à un étage qui n'était pas le nôtre où on allait. La porte s'ouvre et t'as un énorme hall de fête, tu vois, un événement, clairement un gros événement avec plein de monde, des caméras et tout. Et là, juste en face de nous, devant la porte, t'avais Gérard Lanvin, l'acteur, et qui nous regarde. Et en fait, il était en train de faire la promo de son film Secret Défense. Donc, il était habillé à l'espion, tu sais, genre col roulé noir, la veste et tout. Et il est costaud, tu vois. Donc, et il rentre dans l'ascenseur en disant bonjour, et nous on fait bonjour. Et il fait demi-tour, tu vois. On était là tous les deux derrière, on se regardait genre. Et il était là, juste devant nous, tu sais, avec costaud, tu vois, de dos. Lui, il jouait l'agent secret, vous étiez. Et nous, on était les vrais. On était les vrais derrière. Et puis il est sorti de l'ascenseur en disant bonsoir. Puis après, et très sympa en plus, je crois. Et après, on était, je sais pas. Mais après, on était faire ce qu'on avait à faire. Et c'était assez marrant, quoi. On se retrouvait avec. Il y a les. François Hollande a rendu un peu officiel, en tout cas un peu plus public à l'époque, les opérations Homo. Ouais. Ce qui s'appelle Homo, c'est les opérations d'élimination, en fait, quand on tue quelqu'un. Ça, c'est Service Action qui fait, c'est vous, ça dépend des services. Comment ça se passe? Ou c'est non officiel? Je sais pas. Je sais pas s'il l'a rendu officiel, le truc. Je sais pas. Je pose des questions, tu réponds sur ce que tu veux. Mais je me dis que je te poserai la question parce que ça a été officialisé, comme tous les États. Mais il aurait peut-être pas dû. Hein? Ah ouais? Ouais. Donc, no comment sur celle-là. Il était trop bavard? C'est pas à moi de dire, c'était quand même le président de la République, mais... Est-ce que c'est déjà arrivé que tu aies du mal à devenir ami avec une source? On te dit, tiens, faut que tu deviennes pote, et le mec est tellement un salopard que même en tant qu'espion, tu as du mal à avoir des atomes crochus quelque part. Ah, complètement. Ouais, avec... Tu sais que c'est un salopard, tu sais qu'il travaille sur des trucs horribles, tu sais qu'il fait des atrocités. Ça peut être quoi des trucs horribles? On s'imagine sans donner de détails, mais ça peut être quoi? Ça peut être quelqu'un qui fait des recherches sur un type d'armement bactériologique et qui utilise des êtres humains comme cobayes. Putain, ça existe? Ouais. Parce que les armes, ils étaient sur des gens. Enfin, dans certains pays. Ouais, je sais pas. Et là, il faut faire copain-copain. Mais toi, tu dois vivre dans une autre planète, en fait. C'est-à-dire que tu dois vivre dans un monde tellement plus dark. Ouais, c'est ça le problème. Hein, c'est que tu finis par ne plus pouvoir parler à personne. T'as plus d'amis à cause des personnes de confiance qui s'en vont en courant parce qu'elles n'ont aucune envie d'être des personnes de confiance. Ta femme, généralement, s'en va. Tu peux pas parler à tes parents, etc. Au fur et à mesure, tu perds tout ton cercle social. Et donc, qu'est-ce qui te reste? Il te reste ceux qui font le même métier que toi. Et qui deviennent tes confidentes. Alors, il y a des psys à la boîte. Et évidemment, on te dit, ouais, vous pouvez aller voir le psy. Mais tu sais pertinemment que si tu vas voir le psy, dans la seconde qui suit, t'as perdu ton boulot. Parce qu'on va dire, il est plus apte à faire ce qu'il est censé faire. Ouais. Tu faisais des cauchemars la nuit sur ce que tu voyais sur... Ouais. Donc, en fait, quand tu... moi, je suis arrivé au point, à la fin, où je ne me reconnaissais pas. Tu vois, quand j'étais pilote de chasse, tu vois, je racontais des conneries tout le temps, je faisais des blagues tout le temps, fêtard, etc. Et là, j'étais hyper dark, tu vois, déprimé, confiance en personne, tout le monde est un ennemi. T'as plus foi en rien, quoi. Même ta femme, tu te souviens? Tu te dis, ma femme, elle a un maïs. Tu te rends compte que tout le monde peut être... Ouais.
Donc, voilà, donc tu te regardes dans la glace, tu dis, voilà, tu vois dans ton regard que ça a changé. Juste pour terminer sur une dernière chose, tu peux réveiller des sources anciennes. Oui. Tu as des sources qu'on peut mettre en sommeil. C'est-à-dire que tu vas avoir un contact qui va te donner des informations. Merci, tu le revois plus pendant 10 ans, et un jour tu rentres en contact avec lui de nouveau. Ouais. Alors c'est pas. Ouais. Alors généralement c'est pas pour obtenir des informations, c'est ce qu'on appelle des HC, donc des honorables correspondants, qui te donnent des accès. Donc, ce sont des Français bienveillants à l'égard de la France ou du service, qui te donnent gratuitement, sans être manipulés, d'eux-mêmes. Par idéologie. Par idéologie. Des services. Ça peut être une location de voiture, ça peut être une chambre d'hôtel, ça peut être un tas de trucs. Des bureaux à ta disposition pour une de tes légendes. Voilà. Et là, en l'occurrence, alors c'était marrant parce que lui, il avait un dossier, un truc comme ça. Et donc là, on me dit, bah voilà, dans tel pays, il faut que tu trouves un accès. On sait qu'il va se passer quelque chose sur un bateau, donc un gros yacht. On sait qu'il va se passer un truc super sensible sur ce bateau. Et donc, il faut qu'on ait un accès sur ce bateau. Donc, soit tu y vas avant et tu mets micro, caméra, etc. Mais il faut y accéder pour mettre les micros et caméras. Soit pendant, et tu recrutes quelqu'un qui sera à bord. Tu recrutes un steward. Donc, il faut identifier les stewards. Il faut voir qui sont les stewards, leur vie. Est-ce qu'il y a un levier, l'approcher, rentrer dans sa vie, etc. Soit, dernière solution, qui est clairement pas la meilleure, parce que tu n'as plus de fusible entre toi et l'opération, c'est qu'un noté arrive à monter à bord le jour où ça se passe. Voilà. Avec le risque, évidemment, à bord que si ça c'est qu'il y ait une chasse à l'espion et tu finis avec des palmes en ciment au fond de la mer. Donc là, donc on me dit, bah, dans ce pays-là, la personne qui peut te permettre d'avoir accès à ce bateau, c'est un vieux de la vieille. Il était allé à l'époque du SAC, donc service d'action civique de Gaulle. Voilà, vieux de la vieille, d'origine corse. Et voilà, il faut le réveiller. Il n'y a que lui qui peut nous donner l'accès, enfin qui peut trouver l'accès sur ce bateau. Bon, donc on me file le dossier. Vraiment, c'est quoi le SAC Le SAC, c'est le service d'action civique de Gaulle. C'était quoi exactement? Donc c'était un service secret qui ne reportait qu'à De Gaulle, en parallèle des services secrets, et qui avait la principale vocation d'être un service anticommuniste. Et donc c'était l'époque un peu Pasqua, enfin tu vois, enfin ces gens-là jeunes, d'accord. Et donc là, on me dit de le réveiller. Donc je l'appelle avec les phrases d'authentification. Est-ce que votre banquette est bonne? Et là, la voix du parrain, tu sais, la voix du parrain. Bonjour, comment tu vas? Avec la petite voix corse, mais avec l'accent et tout. Et donc je donne les phrases, et puis il me dit on se voit lundi, à tel endroit. Et l'endroit en question, c'était le bar le plus chic, d'accord, le truc de dingue, du plus grand hôtel de cette ville-là. Bon, et donc comme après je devais un autre truc à faire dans un autre pays à côté, j'emmène avec moi un technicien qui était spécialiste de ce qu'on appelle l'IMSI catching. L'IMSI catching, c'est récupérer tout ce qui est tous les téléphones portables autour, en fait, comment on dit, pas se superposant. Ils se font passer pour un réseau Wi-Fi. Voilà, exactement, pour une antenne, en fait. Antenne Wi-Fi. Et donc, tous les téléphones vont se connecter à cette antenne qui, en fait, est ton IMSI catching. Et après, c'est interdit. C'est interdit. Et après, tu as l'IMEI catching, qui est la signature du portable en elle-même. La plaque d'immatriculation de chaque téléphone. Voilà. Et là, c'est la distance est beaucoup plus... Ça te permet vraiment d'identifier une personne vraiment à 3 mètres près, quoi. Et donc... j'avais un truc à faire, donc je prends ce technicien avec moi, un mec super, et donc voilà, et donc je lui dis, bah, puisque tu es là, tu vas me servir à quelque chose, tu vas m'aider, j'ai rendez-vous avec ce type-là, dans le bar en question. Ce que tu fais, c'est que tu y vas en premier, un quart d'heure avant moi, tu rentres dans le bar, tu te mets au fond, avec un angle de vue sur tout ce qui rentre, tout ce qui sort, et sur le bar, t'attends, et tu observes les gens, pas de regard direct, tu observes les gens, tu commandes un verre, tu observes s'il y a des gens qui se parlent entre eux, s'il y a des radios, s'il y a des coups de fil, etc. Moi, je vais arriver,
tu regardes ce qui se passe quand je rentre. Est-ce que quelqu'un téléphone, est-ce qu'une photo, peu importe. Et tu regardes ce qui se passe quand il rentre et qu'il doit me retrouver. Est-ce qu'il regarde quelqu'un droit dans les yeux avec un signe de tête, etc. etc. Pareil quand on part. Ok. Je dis, et dans 1 heure, on se retrouve à la fin de l'entretien au même endroit où je t'ai déposé. Donc je dépose, il y va. Je rentre dans le bar, super chicos, et là, à la DGSE, parce que ça reste quand même malgré tout une administration française, on est limité en notes de frais, en coût de notes de frais, d'accord? Donc déjà, tu remplaces l'Aston Martin par une Peugeot, déjà. Et quand tu n'es pas au contact d'une source, parce que là c'est différent, mais quand tu es tout seul et que tu prends un verre quelque part, tu es limité à 15,20 €. Donc dans un très grand hôtel, dans un très grand bar, même pas un cocktail, tu as la rondelle de citron qui va dans le Perrier, d'accord? Bref, je rentre dans le bar, je commande, je vois dans mon champ visuel l'autre, le chauve, mon technicien au fin fond du truc. Je commande mon Perrier, donc là déjà je perds toute crédibilité avec la serveuse qui est de l'autre côté du bar. Évidemment, j'évite de demander un ticket parce que normalement c'était pas remboursé si t'as pas les tickets. En plus, tu vois, c'est super discret. Et donc là j'attends et je la vois se figer derrière le bar, tu sais comme dans les westerns, le méchant rentre dans le saloon. Et là, je sens quelqu'un qui arrive à côté de moi et c'était le petit Corse qui me donne la phrase d'authentification, etc., etc. Je vais l'appeler Johnny pour l'histoire. Et donc, il me dit « Ah, comment tu vas? Ça fait plaisir et tout. Tu veux boire un verre ?» Et moi, je suis là, genre, je pense à mes 15,20 €. Et je dis « Ah non, oui, ça va. » Il me dit « Ah, je sais ce que c'est à la boîte. C'est pour moi, ça fait plaisir. » Je dis « Ok. » Donc, je dis « Ben, un Jack Daniels. » Là, il regarde la serveuse qui était en train de vibrer. Et il dit « Mets-moi une bouteille de Jack Daniels. » Là, je dis « Merde. » Okay. Donc il prend la bouteille et puis mais on va aller s'asseoir au bout là-bas, comme ça on sera plus tranquille, il n'y aura personne, on pourra discuter, machin. Ok, très bien. Et là il prend la bouteille, il regarde la serveuse et puis il dit mets-moi 3 verres. Je fais merde. Puis là il me regarde et puis il me fait tu peux dire à ton ami le chauve de nous rejoindre. C'est vrai. Incroyable. Je fais et merde. Et donc, il est venu et on se retrouve à la table et puis là on termine, donc on lui demande s'il pouvait nous aider. Il dit on se retrouve dans 2 jours, etc. Et puis là, il balance, comme ça, sur la carte, sur la table, une carte, tu sais, les cartes d'hôtel. Il dit ça fait plaisir, c'est pour moi. Pour passer une nuit à l'hôtel? Ouais. Je dis c'est quoi? Il dit c'est une chambre là-haut. Parce que je sais comment vous êtes logé à la boîte et tout, ça me fait plaisir. Mais il te donne ce que tu veux? Alors, il nous dit on se voit dans 2 jours, je vais essayer de trouver, c'est balèze et tout. Bon, il balance la carte. Il s'en va. L'autre, le technicien, c'est dingue, hein. Ah, regarde, c'est tellement beau. Et vous montez dans la chambre? Donc je dis, tu prends la carte, tu y vas, tu vas voir ce qu'il y a en haut dans la chambre. Parce que si, normalement j'étais censé être tout seul, donc s'il y a quelqu'un qui attend et que c'est pour moi, c'est pas moi qui monte. Donc je dis, tu vas voir, et tu observes bien, et tu redescends, tu me dis ce que tu as vu. Il redescend, il dit, putain, la suite de dingue, machin, les 2 chambres, truc, jacuzzi, enfin c'est un truc de fou, la vue sur tout le truc et tout, c'est magnifique, tiens. Je dis ok, on se casse. Il dit quoi? Je dis non, on se casse. Il me dit non, pour une fois que... Je dis non, on s'en va. Et donc on commence à partir, il me dit je peux prendre la bouteille de Jack quand même. Donc il prend la bouteille de Jack pour sortir. On se fout sur un parking, tu sais, au coin de la route, en ayant fait 100 bornes, et on a passé la nuit dans la bagnole, tu vois, à boire notre Jack et à fumer des clopes. On revient 2 jours après, et donc on retrouve Johnny, et on arrive, et là il me fait « Vous êtes bien formé à la boîte quand même. » T'as dit Johnny, hein? Ouais, Johnny. Ah. « Vous êtes bien formé à la boîte quand même, vous êtes bien formé. » Johnny, c'est pas son vrai prénom. D'accord. « Vous êtes bien formé à la boîte. » Et je le regarde et je dis « Johnny, les filles, elles devaient arriver à quelle heure? » Vous voulez vous piéger? Ouais. Il regarde un peu ses pompes et puis il fait « Vers 2 h du matin. » Et vous voulez vous piéger avec des escortes pour après prendre des photos? Évidemment. Ouais. Et donc là, j'ai dit, tu sais, si tu as quelque chose à me demander, notre relation n'en sera que meilleure si tu me le demandes directement, plutôt que de prendre des photos avec moi. Il fait, bon, ben voilà, je fais du business avec un mec, là, je suis pas très sûr, et je voulais savoir ce que vous avez à la boîte sur lui. C'est bien si je le sais, parce que ça lui empêcherait de mal finir. Et du coup, tu as donné les infos? Je dis, bah, écoute, je vais regarder ce que je peux faire, etc. C'est un deal. Mais essaye pas de me... Tu vois, il avait mis des caméras cachées dans la chambre? J'imagine. Ouais.
Tu dis que parfois, la grande majorité des cas, en tout cas, pour récupérer de l'information, c'est la famille des gens. Une fois, tu as réussi à passer par un étudiant, tu es devenu ami avec un étudiant qui était le fils d'une personne haut placée dans le pays dans lequel tu étais en mission, en tant qu'espion. Ouais. Et tu as réussi à te retrouver seul avec le père en étant ami avec le fils, et tu lui as fait peur. Ouais. En fait, c'était une phase de recrutement, on n'avait pas beaucoup d'opportunités. Donc c'était dans un autre pays, et le fils était en fait caché, parce qu'en fait, le pays du père, enfin, leur pays d'origine, n'accepte pas les homosexuels. Quand tu es homosexuel dans ces pays-là, il t'arrive des choses. Et donc, le père avait caché son fils sous une fausse identité, dans un autre pays plus souple, où il pouvait faire ses études avec ce faux nom, si tu veux. Et donc, nous, évidemment, à la boîte, globalement, a identifié que c'était le fils de la personne en question. Qui était c'était un gros dirigeant d'un pays ? Un gros ponte, pas d'un pays, mais dans ce dans quoi il travaillait, un gros responsable. Avec un accès, si tu préfères, à des infos vraiment critiques. Et donc ma mission, parce que je faisais jeune, j'étais encore jeune, etc., c'était d'aller dans cette université, de temps en temps, tu vois, de plus en plus, et puis approcher le fils, faire copain avec le fils, déjà l'identifier, voir s'il y avait un levier, etc. Et jusqu'au jour où j'ai réussi à créer une telle confiance avec le fils. Donc le fils était homo, c'est ça ? C'est pour ça qu'il l'a mis dans le... J'ai réussi à créer une telle confiance avec le fils qu'il a commencé à me parler de son père, qui travaillait dans le pays en question, etc. Mais le père ne vient qu'une fois par an, tu vois, pour le voir, etc. C'est compliqué, parce que son père, tu comprends, c'est quelqu'un d'important. Ok. Donc, évidemment, je fais l'andouille de base. Donc, je continue à faire copain avec lui. Et un jour, donc, on sait, évidemment, que le père va venir. Et donc, c'est le moment où moi, je vais le voir dans l'université et qu'on va boire des verres ensemble, etc. Et là, il me dit « Ah, je suis super content parce que... » Là, il m'avoue. Parce que mon père vient. Ah oui, là. Machin, truc. Et je dis, ah, super, et tout. Je dis, c'est super, depuis le temps que tu m'en parles, et à quel point tu adores ton père. Je sais pas si c'est possible, je veux pas te mettre dans l'embarras, etc. Mais je serai là cette semaine-là, et ça me ferait vraiment plaisir, comme on est potes, et que, bon, voilà, tu es tout seul ici, ça me ferait vraiment plaisir de rencontrer ton père. Si c'est possible, je veux pas te mettre. Il dit, ah ouais, je sais pas, je vais voir. Bref. Ça se monte, donc il me dit « Ok, tu peux rencontrer mon père, ce sera le bar de tel hôtel, etc. Le temps d'un café, truc. » Je dis « Pas de problème, je suis ravi, machin. » Et puis lui, il me dit comme ça, enfin, il va pouvoir voir que j'ai des copains dans le pays, ça va le rassurer, il sera content pour moi, bref. Tu joues au mec naïf ? Ah oui, complètement. C'est la base. On arrive, gros dispo de sécurité. Ah oui, donc c'est très important. Ah ouais, gros dispo de sécurité, les types, tu sais, garde du corps, etc. Donc, équipe armée, machin, autour de lui. Ouais. Oui, donc c'est des... Ok. Ouais. Et donc, on rentre dans le bar du Grand Hôtel. Pays dangereux ou là, ça va ? C'est juste le mec qui vient d'un pays dangereux ? Non, pays dangereux. Ouais, aussi. Ouais. Et du coup, on rentre dans le bar du Grand Hôtel. Et là, donc, il y a son père, tu vois, qui attend à la table. Donc, on s'assoit avec lui. Voilà. Et puis l'autre, il dit « Papa, voilà, je te présente mon copain, Émile. Bonjour monsieur, ravi de faire votre connaissance et tout. » Mais toi, t'es plus âgé que lui, du coup. Ça faisait étudiant, tu vois, j'avais quoi, 35. Ouais, tu pouvais faire étudiant en fin de très longues études. Voilà. Et puis il me fait ravi de vous rencontrer depuis le temps que mon fils me dit, tu vois, qu'il a des amis, trucs. Enfin, je rencontre un de ses copains, c'est super. Enfin, bref. Voilà, tu sors les violons. Et puis, au bout d'un moment, forcément, le fils dit « Bon, vous voulez boire quoi ? Je vais chercher le truc et tout. » Et donc, il dit ça, et il y va. Il va au bar. Donc, il nous laisse tous les deux. T'as les mecs de sécu collés ? Ils sont pas collés, ils sont dans la salle, tu vois. Dans le coin de la salle, à l'entrée de l'hôtel. Voilà. Ils sont pas au premier cercle, ils sont, tu vois, éloignés. Et puis, voilà, donc le fils s'en va. Et là, l'autre me dit « C'est super, je suis content pour mon fils, qu'il ait un ami. » Et là, je me prends vers lui, je dis « Voilà. Je ne suis pas l'ami de votre fils. » Donc là, un peu dépité. En anglais, toujours. Ouais, je ne suis pas l'ami de votre fils. Je travaille pour les services de renseignement français. C'est un peu une phase de dévoilement. C'est dangereux, là. Ouais. Je travaille pour les services de renseignement français.
dans votre pays, vous serez contacté par monsieur machin. Et je suggère fortement que vous le rencontriez à sa demande. Donc un type sous passeport diplomatique, etc. Que vous le rencontriez à sa demande, sans quoi vos propres services intérieurs sauront sous quel nom votre fils est caché et dans quel pays. Vous savez comme moi ce qu'il arrive aux homosexuels dans votre pays et à vous, pour votre carrière, si ça sait que vous avez caché votre fils homosexuel à l'étranger. Et là, tu te remets dans ton siège. Il est blanc en blanc, blanc livide, tu vois. Mais tu vois que tu vois les maxillaires qui se serrent. Donc il hésite, il ne sait pas trop quoi faire. Et puis là, il finit par dire je savais que ça arriverait un jour. Tu vois. Cette solution, ce truc arriverait un jour. Puis il reste comme ça en silence. Et là, le fils arrive avec les verres. Tu vois. Alors, il est sympa, mon copain. Et il dit quoi, le père? Et là, il fait oui, il est très gentil, ton ami, très gentil. Et puis là, on boit genre le café, je le bois mais en 2 secondes. Là, ça devient très très froid. Puis là, je dis bon, je vous laisse, vous voyez vraiment pas souvent, vraiment ça me fait plaisir de vous rencontrer, merci de m'avoir présenté ton papa, on se voit comme d'habitude. Tu as continué à le voir après? Ouais, non, alors donc, devant le papa, tu fais exprès de dire, de toute façon on se voit comme d'habitude, machin, je te vois la semaine prochaine, et puis je serai là à telle date, et puis on se voit, histoire de dire, j'ai bien le contrôle sur votre fils. Voilà, je vous laisse, à bientôt, j'espère, etc. Et là, tu as le papa qui est là, je ne pense pas qu'on se recroisera, mais ravi d'avoir fait votre connaissance. Et là, tu pars, je sors de l'hôtel, je mets le petite oreillette, donc une petite oreillette comme pour les sourds, tu sais, donc il n'y a pas de fil, c'est pas filaire. Ouais, c'est intra-auriculaire. Ouais, et donc tu mets la petite oreillette, et donc là, je fais double coup sur l'alternat pour dire je sors. Puis là, ça loupe pas, les mecs qui me disent à la radio, il y a du monde, ça part derrière, quoi. C'est-à-dire qu'ils te suivent? Ouais, ça part derrière, ouais. Ouais, parce que les mecs, il a dû faire un petit signe de tête à un de ses sbires, tu vois, forcément. Et puis donc on avait tout prévu, évidemment, donc il y avait, je montais sur une moto, je faisais droite, je disparaissais de la vue, et hop, sur la moto, et c'est parti, quoi. Voilà. Là, t'étais pas armé, par exemple, si non. Ça part en... Comment ça se passe? Tu jettes l'oreillette. Non, mais si jamais t'es avec les mecs, il y a plein de mecs de sécu qui tombent dessus, t'as quand même une équipe à l'extérieur. Là, en l'occurrence, il y avait une équipe, mais tu peux pas faire grand-chose, ouais. T'as eu une histoire, dernière anecdote, tu vois, en préparant l'émission, tu nous racontais qu'il y avait un dispositif qui avait été malheureusement détruit par un voleur, et c'était dans une camionnette cachée, donc dans un sous-marin. Oui. Et il va se passer malheureusement un mec qui va essayer de voler le camion. Voler ce qu'il y avait dedans. Ouais. En fait, c'était dans le Soum, il y avait un ancien commando marine. Tu connais Jean Ducos, donc c'était un ancien. Ducos, c'est les stands des opérations opérations spéciales. Et donc un ancien commando marine. Il me semble qu'il était Hubert, Dom, un super mec. Et donc il était dans le Soum. Et donc nous, on était positionnés un peu partout, tu vois, autour. Jamais dans une voiture. T'attends jamais dans une voiture. Donc on était positionné un peu partout autour, et lui, dans le Soum, lui, tu le vois pas, il est à l'arrière du van, et puis un Soum, dedans, tu as les équipements, vidéo, radio, etc., etc. Et c'était maquillé comme véhicule de chantier. Et il y a des pays, tu sais, tous les câbles, etc., ça coûte très cher. Du cuivre, tout, dans tous les pays. Dans tous les pays, enfin, il y en a... Même en France, maintenant. Il y en a, ouais. Et donc on est là en train d'attendre, on a tous l'oreillette, on boit des cafés, on attend, et puis on entend la voix d'homme à la radio, tout doucement, qui fait « ça gratte ». On est là, quoi, ça gratte? Si ça te gratte, Et en fait, ça gratte, c'était pour dire, il y a quelqu'un qui est en train de gratter à la serrure, pour essayer d'ouvrir. En train d'ouvrir le camion. Ouais, mais sur la porte latérale, tu vois. Ça gratte. Donc il dit tout doucement, ça gratte. Et là, donc tout le monde se lève, on commence à tous partir en courant de partout, tu vois, pour arriver vite. Choper le gars avant que ça se voit et avant qu'il ouvre la porte et qu'il y ait un type devant plein d'écrans, tu vois, au vu de tout le monde. Et on arrive presque au bout de la rue et j'entends vraiment le bruit, tu sais, de la porte qui coulisse, comme ça, et un grand pas et la porte qui se referme. Et j'arrive dans la rue et rien. Donc je fais comme si je passais au bout de la rue, tu sais, en marchant. Tu vois, je regarde et je vois le Soum qui est là, garé, normal. Il se passe rien. Il se passe rien. Je dis, merde. Je continue, puis là, à la radio, je dis, il est parti. Non, je l'ai avec moi. Il lui a fait quoi? Il lui a fait quoi? Le gars était sur le point d'ouvrir, il a ouvert la porte, il lui en a mis une, il l'a chopé à l'intérieur, il a refermé la porte. Donc après, il fallait aller déposer le gars quelque part.
pour qu'il soit pas en état de revenir tout de suite et de parler, de se souvenir de ce qu'il avait vu. Et puis en plus, il assommé, quoi, en gros. Ouais. Puis il faut aller changer le taux de dispo. Tu peux pas remettre le même van au même endroit, tu peux pas remettre machin, tu peux pas. Tu as des amis, tu disais, surtout à la boîte finalement, surtout à la DGSE quand tu es Sion, c'est très compliqué d'avoir d'autres amis à terme. Je crois que tu as un clan aujourd'hui, tu retrouves tes copains, tu as gardé une bande de potes de là-bas. Ouais, donc en fait, exactement comme ce que tu viens de dire, donc tu perds tout ton réseau social, même la famille, etc. Ça devient très compliqué. Les seules personnes avec qui tu peux partager, c'est des gens qui ont la même vie que la tienne, qui savent de quoi tu parles, et surtout qui ne vont pas, parce qu'on a tous besoin de s'exprimer à un moment donné, et qui ne vont pas te juger. Ils ne vont pas te juger pour ce que tu es. Et donc un soir, on était là dans Paris en train de boire des bières, et l'un de nous a dit pourquoi est-ce qu'on ne crée pas un clan écossais. Et donc en fait, tu as le droit, hein, même étant non écossais. Donc ça nous a pris 1 an et demi pour dessiner notre propre tartan, avec des softwares qui permettent de savoir si les tartans sont déjà utilisés ou non. Qu'est-ce que c'est qu'un tartan ? Un tartan, c'est le dessin du kilt. D'accord ? Donc il y a des épaisseurs de traits, des couleurs, voilà. Donc tu n'as pas le droit d'aller prendre c'est comme le blason d'une famille. Tu n'as pas le droit d'aller prendre le blason de très codifié. Quoi. Très codifié. Et donc tu as des softwares qui existent, des logiciels, pour savoir lesquels sont déjà pris ou pas. Et donc on a mis 1 an et demi à dessiner notre propre tartan, qui est basé sur les couleurs de la croix de Lorraine des Forces françaises libres et de la croix templière. Et on a enregistré notre clan en Écosse, un vrai clan, avec des règles. Et la première règle étant pas le droit de juger. Donc à partir du moment où tu es dans le clan, tu peux dire ce que tu veux, les autres ne te jugent pas sur ce que tu as fait, même si tu as fait des conneries. Et on a imprimé donc notre rouleau de 18 mètres de tartan en Écosse, dans lequel on a fait nos kilts sur mesure. Et 1 fois par an, on se fait un week-end clan. On passe le week-end en kilt. Et le nom du clan s'appelle les Bouncing Bells. Donc c'est les cloches pendues. Évidemment, on n'a pas de caleçon sous le kilt. Est-ce que tu as eu du mal, après être parti de la DGSE aujourd'hui, à gérer tes émotions ? Ouais. Absolument. Absolument. Beaucoup de mal à gérer mes émotions. Plus de patience sur certains trucs ? Plus de patience, et puis plus de patience pour les autres, même ceux que tu aimes. Être toujours dans l'anticipation, essayer de tout prévoir, tout planifier, tout anticiper, de tout contrôler, alors que bien évidemment tu peux pas. Ça rend un peu fou. Contrôler, ouais. Au bout d'un moment, je pense que ça rend un peu fou. Je pense qu'il y a un point limite, si tu veux, où tu sens que faut partir, et si tu restes, tu vas y passer ta vie. Ouais. Tu t'es même quasiment battu à un mariage, enfin à la fiançailles. À la fiançailles. Ouais, alors que c'est des amis. Ouais. En rentrant de mission, mais vraiment, juste avant. Et quand je suis arrivé à la maison, mon épouse m'a dit je sais pas si tu te souviens, mais ce soir on a les fiançailles d'un tel, et on y a été. Et à table, une des filles qui était là m'a dit qu'est-ce que tu deviens ces jours-ci, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, tout ça. Et là pareil, les cheveux longs, machin. Je suis toujours militaire. Mais t'habites où ? J'habite là, pas loin, dans Paris. C'est idiot, on est à 2 km d'écart, les enfants ont le même âge, il faudrait qu'on se voit, un de ces jours où vous viendrez dîner à la maison. Et j'ai dit non, ça va pas être possible, sachant que en rentrant de mission, dès qu'on est arrivé aux fiançailles, j'ai commencé à boire 1 whisky, 2 whisky, 3 whisky, 4 whisky. Et donc j'ai dit non, ça va pas être possible. Et elle me dit pourquoi ? Mais devant tout le monde, c'est une table ronde de 10 personnes, super fiançailles et tout. Pourquoi ça va pas être possible ? Je dis parce que ton mari c'est un connard, et si je viens dîner chez toi, je vais lui exploser la gueule avant la fin du dîner. C'est pas la meilleure phrase pour mettre l'ambiance à un dîner. Et donc là, ma femme a fait. Et pourquoi t'as dit ça ? Je sais pas. J'étais encore en mode, tu vois. Guerrier, quoi. Ouais. Et donc là, ma femme a dit apparemment, il est fatigué, on va y aller. Donc on est parti. Donc t'imagines comment je me suis fait pourrir sur le chemin du retour. Et puis évidemment, on n'a pas été invité au mariage. Ouais. Putain. Ouais. T'aimais pas trop le garçon ? Non. Ouais. C'était pas. Ils ont divorcé après. Ils ont divorcé. Ils ont divorcé. Donc tout va bien. C'est combien de langues tu parles ? Il faut apprendre des langues ou... Non, alors en fait, tout est par rapport à ta légende. Donc par exemple, tu as des gens qui vont être spécialisés sur un certain pays de l'Est, etc., qui vont parler russe, qui vont parler ouzbek, qui vont parler le pashtoun, qui vont parler, etc. Tu as des gens, comme tu as déjà eu dans tes émissions, qui sont partis en poste diplomatique pendant 3 ans à tel pays, 3 ans à tel pays, 3 ans à tel pays. Donc là, évidemment, ils parlent la langue
plus ou moins de chaque pays. Mais nous, comme on fait plein de petits trucs, tu vois, un peu partout, généralement, tu es consultant, tu es journaliste, tu es photographe, tu es prof, enfin, tout et n'importe quoi. Et généralement, c'est juste de l'anglais. Tu as un petit vernis, parfois, au bout d'un moment, de compréhension, mais vraiment de compréhension. Sur certaines langues, ouais. Ouais, de compréhension vraiment basique, mais vraiment basique, si tu veux. Mais sinon, c'est pratiquement tout en anglais. Page 376, dans le livre, tu dis « Peut-être suis-je en train d'avaler ma dernière bière » à un moment donné. Est-ce que... Quelle est la fois où tu as eu le plus peur pour ta vie durant ta carrière à la DGSE en tant qu'espion? Est-ce qu'il y a un moment où tu as vraiment dit, là, c'est vraiment compliqué, c'est chaud? Ouais, mais je sais pas si c'est... je sais toujours pas si c'était de la paranoïa ou si c'était vrai. Tu te souviens? Je sais pas si la menace était réelle. Je vois pas parce que j'ai pas d'infos. je vois toujours pas si la menace était réelle ou pas. Donc je suis retrouvé dans une situation très compliquée dans évidemment notre pays où l'information que j'avais sur moi était vraiment, vraiment critique. Une source venait de me donner quelque chose de très sensible. Et si je m'étais fait choper avec ça, sur moi, dans ce pays-là, c'était... compliqué. Ouais. Je pense que ça aurait été une très, très mauvaise fin. Très mauvaise fin. Une fin pas agréable. Il n'y a pas de fin agréable, mais une fin très désagréable. Une fin très, très, très désagréable. Ouais. Avec ton corps exposé, enfin, tu vois, le truc sympa, quoi. Sur une grue. Voilà. Et là, voilà, tu rentres dans ta chambre, tu vois clairement qu'il y a du monde qui est passé. Voilà, là, il faut partir. Et puis, tu passes la douane, on te demande de sortir de la queue. C'est quand tu fais le truc. T'as vu ça? Ouais. On te demande de sortir de la queue pour une interview personnelle, tu vois. Et tu la joues si tu vas au culot. Tu dis, j'ai loupé mon vol, je m'avais fait, tu vois, le mec qui regarde les photos, les trucs. Voilà. Et quand il te laisse partir... T'es content. T'es content. C'est une histoire... T'attends que ça décolle avant de... Bah, c'est une histoire que je raconte alors, dans mon deuxième bouquin, ou dans le troisième, parce que le troisième sort en Australie, là. Et c'est dans L'ombre du Kremlin, c'est ça, l'autre livre? C'est ça. Donc, L'ombre du Kremlin, c'est le 2 en français. En anglais, il s'appelait Dark Arena. Et le 3 s'appelle Liar's Game, en anglais. Et on n'a pas encore le titre en français. Et donc, je décris que j'étais dans l'avion, assis au fond à droite. Et donc, la porte se ferme, tout va bien. Et donc, je me dis, bon, je m'en vais, tu vois, c'est fini. Et puis, ça ne met pas en route. Putain, là, le moteur tu dis, met pas en route. allez. Bon, et puis en pilote, tu vois, tu sais comment ça fonctionne, le moteur d'abord, l'hydraulique, etc. Bon, et t'es là, tu te dis, qu'est-ce qu'il fout? Normalement, il a sa clearance et tout, machin. Et là, la porte se réouvre, la porte d'entrée se réouvre, et t'as deux mecs qui rentrent, avec les calages, qui rentrent et qui donnent un papier à la chef de cabine. La chef de cabine, elle fait comme ça, elle prend le papier, elle prend la liste des passagers, elle fait comme ça, elle montre au mec, le mec fait, ouais, puis là, elle fait... Voilà. Tu l'as vécu, ça? Ah ouais. Et là, il remonte l'allée, en regardant, c'est les numéros des sièges. Et je regardais dehors, je me dis, je m'appelle machin, je suis né telle date, je m'appelle machin, je suis né telle date, je m'appelle machin, je suis né telle date, je m'appelle machin, je suis né telle date. Quel enfer, ça. Et il me dépasse. Il me dépasse, c'était pas pour moi, c'était pour un mec de rang derrière. Il commence à gueuler, ils lui mettent un gros coup de crosse dans la gueule et ils l'ont sorti Manu Militari. Ah oui, c'est pas la police française, quoi. Non. Ça met des coups de crosse. Et ils l'ont sorti Manu Militari, ils ont fermé la porte. Et là, ils en route. Et après, t'as l'hôtesse qui passe avec le chariot. Vous voulez boire quelque chose? Ouais, je vais prendre le chariot. Et là, quand tu rentres, tu ne dis pas, j'arrête. Il n'y a pas des moments? Si, il y a des moments où tu dis, bon, ça va. Tu vas quitter en quelle année? Tu vas partir 8 ans après, c'est ça? Ouais, je quitte fin 2013. Tu découragerais des gens qui veulent... Enfin, à la boîte? Des enfants, ouais. Ouais. Pourquoi? C'est intéressant de comprendre, toi qui as fait 8 ans. Ouais, c'est intéressant de comprendre, parce que ça peut c'est quelque chose que tu portes avec toi après toute ta vie. Tu perds confiance dans les hommes, tu perds confiance dans l'humanité, tu perds tes amis. Est-ce que tu vois pas tout le monde est une menace aussi, oui. Ouais, mais voilà. Est-ce que la vraie phase de l'humain, c'est qu'il n'y a pas de gens bien? Est-ce que tu préfères être dans un... Pilote de chasse, tu fais un métier fantastique, tu prends des jets, tu sauves des gens, et tu défends ton pays. Il y a l'adrénaline, le plaisir de piloter, tu l'as vécu dans un Rafale. Si c'était à faire, la boîte, c'est lent, c'est dark, c'est sombre, c'est mesquin, il n'y a pas de... Tu vois ce que je veux dire, c'est très... T'es obligé d'aller profond dans l'obscurité pour combattre ces gens-là. Et il faut que quelqu'un le fasse, si tu veux. Il faut que quelqu'un le fasse. Tu le referais, si c'était à refaire, toi?
Ah, c'est ça le pire. Parce que tu as vécu des choses. C'est ça le pire, c'est que je le referais, je pense. C'est un peu comme quand t'es motard, t'as pas envie que tes enfants ils aient une moto, alors que t'adores faire de la moto quand même. C'est un peu ça. Je pense que je le referais. Peut-être différemment, mais je le referais. Il y a des choses que tu aimerais oublier, sans dire quoi? Si tu pouvais avoir juste une clé USB et que c'était un... S'il y avait une clé USB, à mon stage de survie montagne, je soulèverais pas de la neige avec ma pelle et je serais encore en train de voler sur Rafale. Ouais. S'il y a des choses que j'imagine tu ne pourras jamais confier à quelqu'un, ou tu peux les confier à tes... Comment ça se passe, ça? Tu disais que tu avais des personnes de confiance. Est-ce que tu peux leur confier certaines choses que tu as vues, ou il y a d'autres que tu ne peux dire à personne? Non, tu peux dire à personne. Que tu emmèneras avec toi? Ouais. Et ça, c'est pas dur d'être sur 7 minutes? Et c'est pas le but, si tu veux. Il y a plein, pas plein, mais il y a des gens qui quittent la DGSE et qui décident d'écrire un livre en disant voilà, j'étais là, j'ai fait ci, telle mission, tel pays, tel machin, tel truc. C'est une erreur. C'est une erreur, de mon point de vue. Hein. C'est une erreur parce que je les juge pas et je leur jette pas la pierre. Mais pour moi, c'est une erreur parce que, en fait, dans le renseignement, c'est un puzzle et tu as rarement la vision globale de toute ta mission. Parce qu'en fait, ce que fait James Bond, c'est fait par 50 personnes, si tu veux. Donc toi, pour ta mission, tu as un petit morceau du puzzle. Et en révélant ça, les noms, les pays, etc., en fait, peut-être même sans t'en apercevoir, tu mets à risque tout le mecs en place là-bas. Tout le puzzle. Et donc, il y a des gens qui sont encore là-bas ou qui étaient impliqués, et tu mets à risque leur vie. Et donc, l'idée pour moi était vraiment pas ça. L'idée pour moi, quand j'ai commencé à écrire le premier livre, c'était vraiment... Je l'ai écrit en pensant qu'il n'y aurait que mes enfants et ma femme qui le liraient, si tu veux. Je l'ai vraiment pour me vider l'âme et la tête. Et je remets le lien de ton livre, si vous voulez aller le chercher. Jacques Beaumont, L'homme sans nom, aux éditions Livre de Poche. Allez chercher. Il est épais, hein, livre de poche, c'est un gros livre de poche. Hein. 530 pages. Et le 2 est pareil. Donc voilà, je vous mets les liens de tous les livres qui seront sortis. Je vous mets les liens dans la description sur YouTube. Si vous voulez les chercher aussi en podcast audio, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Podcast, on est disponible sur les 4 plateformes si vous voulez nous écouter. Pratique quand vous êtes sur la route, dans les transports. Vous pouvez nous écouter en faisant du sport aussi, très pratique aussi. Dans le lit, le soir, vous pouvez écouter des histoires comme ça, des chemins de vie, des choix de vie aussi très différents, très particuliers. Vous pouvez aller trouver ça en podcast audio. En tout cas, merci de faire de Légende le premier podcast de France aujourd'hui encore. Et sur YouTube, vous êtes environ 150 000 à vous abonner chaque mois. N'hésitez pas, ça nous aide beaucoup quand vous vous abonnez. On peut avoir comme ça des invités encore plus originaux et plus étonnants comme toi aujourd'hui. C'est pas ton vrai prénom, Jack, mais merci Jack d'être venu. C'est un plaisir de te rencontrer. Guillaume. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe d'avoir préparé l'émission. On a bossé cette émission tous ensemble. Merci à vous tous d'être de plus en plus nombreux. C'est un plaisir de vous avoir chaque semaine, 3 fois par semaine. Vous mettez des interviews ou des documentaires le mercredi, vendredi et dimanche sur Légende. On se retrouve très vite de toute façon pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.